tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 13 juillet. Il est 12h30. Comment vas-tu, Lox? Eh ben écoute, ça va très bien. C'est l'heure de déjeuner. Je bois mon petit café et je suis ravie d'être en votre compagnie encore aujourd'hui. Ça quoi, sent, comment ça va moi ça sent la fin de saison. Je sais pas si t'as oui. vu la tête de mes yeux là comme ça. Ça se voit, ça tire sur la fatigue aujourd'hui. Je suis globuleux. Aujourd'hui, on va en parler, mais une émission un peu particulière. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Bonjour puisque YouTube. On va faire un gros bilan de la saison série, film, jeux vidéo ici sur le plateau. Et vous allez voir qu'on a eu une année quand même assez divine. Avec moi sur le plateau, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Max. Comment ça, Max? Il est comme toi, il est fatigué. Ouais, On sent que c'est la fin de saison là. Cote. J'ai hâte de pouvoir prendre un petit peu de vacances enfin. Ah oui. Mes vacances ressemblent à Dour Festival, tu vois. Donc Toi, c'est pas hyper reposant. Pour l'instant. Vacances de festoche. Voilà. Mais bon. Ça va bien sinon. Je suis très hâte de débriefer parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de choses et il va se passer aussi beaucoup de choses durant l'été. On va pouvoir faire un petit teasing des mois qui arrivent. C'est vrai. Oui, À la fin, on va faire un petit teasing de à quoi jouer pendant l'été en face de toi, Suri. Comment ça, Suri? Bah écoute, ça va toujours avec ma petite dose de caféine, forcément. Et Il pris faut aussi, toujours. j'ai pris aussi. On ressort d'un week-end où il y a eu la nive du bon Nanix. Encore bonne anniversaire, mon pote. Voilà, parce que forcément, il fallait fêter ça de la meilleure des manières. Et pour le coup, bah écoute, on est un peu en mode vacances déjà. Tu vois, avec la petite chemise des tropiques. Là, on est prêt dans le transat. On va mettre les lunettes de soleil et un petit chapeau, ce sera bon. Sublime, absolument sublime. Préparez les gars. Vraiment, on a Miami, on a la Californie, on a New York ici à côté. Et moi, le Texas, évidemment. Je veux bien la Floride. La Floride, toi? Au bord de la mer, New York, c'est nul. Oh, c'est New York, sérieux là? c'est nul, mais Comment c'est ça? pas C'est possible. Non, c'est pas possible de faire ça. À part pour la culture. Stoppez ça tout de suite. Ouais, quand même. Non, mais New York. pour l'été, là, on est en destination summer. Bah oui. Faut aller à New York, il y a plein de pollution. Ouais, moi, Des gens- C'est ça. On va pas aller à Manhattan. Oh non. Oh Si, non. moi j'irais, moi perso, Ça j'irais. va jamais. Toi, t'as de la chance, au Japon, il fait bon Je vivre. préfère visiter Gotham City où il fait tout le temps nuit, il Oui. pleut. C'est terrible. C'est terrible. Les pires vacances possibles ever. Exactement. Bravo. Allez, on va commencer tout de suite avec le bilan de la saison des séries. C'est parti. Alors en plus de revenir sur les coups de cœur séries de la saison, on va faire un petit listing de ce qui nous a occupé durant l'ensemble de cette saison avec toi, Suri. On va commencer par parler de nos coups de cœur, d'accord, Oh ouais. saisonniers, parce que c'est vrai que évidemment que ce soit série ou animé, vous savez que Paul, notre chef d'aide, n'aime pas les animés, donc il considère que les animés, J'adore ça. c'est bon que pour les sous-émissions de Le Stream comme Manga Sur. Oh. Le Lunch Play ne mérite pas ça, mais si évidemment vous avez des animés qui vous ont accompagné toute la saison, sachez que vous pouvez le revendiquer. Et de toute façon, Paul s'en bat les steaks, Bon, voilà. quoi qu'il arrive. C'est dit. On va commencer par toi, Max, cette saison. Quels étaient tes coups de cœur série? Il y a une série en premier lieu en tout cas très récente qui est du coup la saison 6 de Peaky Blinders. Je pense que c'est vraiment un Ah oui. fou furieux les gars. J'adore. J'ai pas vu une saison qui était vraiment en deçà des autres. Je trouve dans sa globalité, c'est vraiment un travail de titan et c'est aussi intelligent que beau. Visuellement, c'est ultra pictural. J'ai l'impression d'assister à un espèce de tableau animé sur 6 saisons et en même temps avec une écriture de fou. Et enfin voilà, la saison 6, elle est un peu plus subtile, tu vois, elle est un peu plus. Il y a un côté un peu mystique, un peu. Ouais, presque mystique, c'est un peu ça, parce qu'il il imagine des choses. T'as une espèce de légende gitane, parce qu'il est d'origine gitane et tout. Et c'est vraiment super. Et le final, il est génial, atroce, mais génial. Enfin, voilà, c'est vraiment une vraie série de gangsters, une vraie série de mafieux pur et dur et qui prend le parti pris du côté british pur et ça change un petit peu. Donc je le conseille vraiment si vous n'avez pas regardé Peaky Blinders, allez-y. Je crois qu'il reste encore un film pour clôturer l'ensemble de la saison. Donc c'est vrai que déjà là, on a attendu 2 ans, je crois, pour avoir D'ailleurs, 6 ça a été épisodes. long, hein. C'est super long.
Mais souvent bon, comme quand ça. tu vois la qualité des épisodes, t'arrives Tout à à fait. lui pardonner et comprendre Ouais, grave. pourquoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très long et pour que ces 6 épisodes, tu vois. Donc, ça se dévore très vite. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Franchement, ouais. Ouais, c'est de plus en plus comme ça. Les séries mettent la barre de plus en plus haute. Pour Ouais. toi aussi, un coup de cœur, ce Peaky Blinders, ce Suri. C'est entré dans mes séries préférées all time. Hein, vraiment, c'est quelque chose que j'avais loupé parce que je l'avais pas regardé à sa sortie, ni même dans les années qui ont suivi. Et là, c'est entre 2021 et 2022 où on m'a recommandé la série. Je cherchais de quoi regarder un petit peu des trucs sur Netflix. Je tombe là-dessus. C'est une dinguerie déjà dès la première saison. Et après, j'ai complètement accroché. J'ai binge-watché les séries pour être prêt en vue de la saison 6 qui arrivait là en juin. Donc moi, j'ai pas trop attendu. Donc, Bien moi, ça me va. calibré. Grave. Mais j'étais calibré et c'est vrai que cette saison 6, pour le coup, on avait un peu peur forcément parce qu'il y avait beaucoup cette mécanique qui se répétait d'avoir toujours un antagoniste par saison et donc les affaires et les mécaniques qui pouvaient éventuellement se répéter. Là, on est plus sur une saison 6 qui est vraiment dans la lignée de l'évolution du personnage de Tommy Shelby et on est un peu dans sa tête, c'est un peu plus mystérieux, effectivement un peu plus profond finalement dans le traitement. Même les affaires sont complètement reléguées au second plan. Et tu as ce final qui est à la fois incroyablement bien écrit, mais aussi dans la pure tradition des Peaky Blinders de la saison 1, où il y a les petits retournements de scénario, où tout était prévu, où ils avaient tout, et sauf ce retournement de situation qui est absolument incroyable, Ouais, qui ouvre parfaitement vers le film. Justement, le film, c'est sûr qu'il va être fait, le projet est déjà dans les cartons, mais apparemment, Cillian Murphy dit que il va falloir attendre un petit peu, je crois que ça devrait 3 être ans. 3 ans. Oh, pas avant 2023, en tout cas en tournage. En Ah tournage. ouais En tournage, Tournage. ouais, donc 2 ans, quoi, au moins, minimum. Ça. Attends, mais à un moment, les acteurs, est-ce qu'ils vont pas se retrouver seront un morts. peu changer je veux dire, ça commence à être chaud En d'attendre. fait, si, surtout pour les personnages adultes, ça se voit un peu moins, mais quand t'as des gosses, notamment. Mais après, ça va parce que le propre récit avance aussi de plusieurs années, en fait. Ok. C'est ça. Directement. Donc, comme ça, ils prennent, s'oublient Ok. pas trop. Et ils ont déjà prévenu justement parce que forcément on a eu la période post-Première Guerre mondiale Oui. qui avait été très présente dans les premières saisons et qui s'érode un petit peu au fil du temps mais qui reste en tâche de fond. Mais on évolue au fil de la montée de l'antisémitisme, ensuite la montée du fascisme. Et Ouais, là et là, justement c'est comment il s'appelle déjà c'est Stephen King et Stephen Knight oui, c'est pas Stephen King, qui a créé la série, évolue. qui a déjà dit je veux mettre ça durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est à peu près en 34, environ sur la saison 6. Donc on va encore faire un sacré bond, Avancer, une sacrée ellipse et peut-être même aller jusqu'aux années 50. Oh la vache. Très bien. Eh bien, écoutez, on attend ça évidemment avec impatience. On voit que c'est très frais dans ta tête. Suri, Lance coup de cœur cette saison série. De cette saison, série coup de cœur. En vrai, c'est plus un coup de cœur par la découverte parce que je n'en attendais rien et je sais qu'elle a déçu beaucoup de monde, mais moi, j'ai pas lu La Roue du Temps. Donc, comme je n'ai pas lu La Roue du Temps. C'est le meilleur move que tu peux faire. Et ben exactement. Souvent, le déficit J'ai- culturel te permet d'apprécier vachement mieux les œuvres Bah, adaptations. Tout à fait. Tout ce que j'ai lu, j'ai pleuré en le voyant. Et là, je me suis Oh. dit, ah, ça fait du bien d'y aller en toute détente, bonne ambiance, bonne humeur. Non, mais ça a été une bonne surprise. Alors, pour plein de critères, déjà de base, je connaissais pas l'œuvre, donc j'ai découvert un petit peu tout le lore autour et je l'ai trouvé assez intéressant. Après, j'entends que sur certains aspects, ça pouvait paraître peut-être cheap, bien que la série bénéficie tout de même d'un budget assez colossal. Donc, pour le coup, c'est pas mal. Et son casting. Je veux revenir sur son casting parce que pour le coup, moi, il n'y a que des visages et des têtes. Vous connaissez Fares Fares, Ouais. le frère de Joseph Frère de- Fares. ouais, Joseph Je Fares. pense que ça a été ma plus belle surprise dans Bon. cette série. Si vous voulez l'anecdote, le détail, j'étais dans l'avion en train de regarder l'épisode où il apparaît et j'ai fait oh comme ça, mais genre très fort. Et tout le monde m'a regardé en mode mais pourquoi Ça va pas. Tellement L'avion que se crache. C'était genre une trop bonne surprise. Il y a beaucoup de diversité d'ailleurs aussi dans la série. Bon, c'est un plus sans en être un parce que je trouve que tous les personnages sont bien incarnés, ça a été bien choisi. C'est pas le synopsis, juste Beaucoup de Euh, persos. Hein. Alors, En gros. Hein. en gros, Il y a pas c'est fantastique, hein, D'accord, comme tu ouais. as pu le Oui. voir un petit peu à l'image. Grosso modo, c'est plusieurs personnes qui ont des pouvoirs et en fait, ils cherchent une personne qui a à chaque fois les pouvoirs qui sont normalement censés être à des femmes et non des hommes parce que ce pouvoir vient détériorer, grosso modo, leur esprit. Mm. Ça les faire
un petit peu perdre la tête. Et donc, tu as beaucoup de femmes type guerrières qui vont recevoir des visions parce qu'elles vont se rendre compte qu'il y a une menace qui sont en train d'arriver. Et donc, ils essaient de trouver qui est l'héritier d'un certain pouvoir, que j'ai oublié d'ailleurs le nom, parce que j'ai regardé la série il y a quand même pas mal de mois. D'accord, oui. Et grosso modo, c'est une lutte qui joue là-dessus, sauf que ils sont pas sûrs de qui est ce fameux héritier qui le détient aujourd'hui. Et ce qui fait qu'en fait, ils ont un petit panel de personnages qui correspond à un groupe d'amis initialement. Ok. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu leur The Witcher Killer après une vidéo? Parce que ça ressemble à ça un peu dans l'esprit médiéval, fantastique, C'est- les pouvoirs. C'est exactement comme ça que ça se voulait, bien que ce soit totalement différent. D'accord, ok. On est loin du sorceleur, du machin, même si c'est pas si loin dans la finalité. Ouais, dans l'univers globalement. Après, je pense que c'est quand même. Regardez la preuve, The Witcher, bah, je connaissais. Alors, pareil, je n'ai pas lu. Mm. Je n'ai pas lu, mais je connaissais. Et pour moi, il y a quand même une marque qui est beaucoup plus forte avec The Witcher que ce qui est actuellement avec La Roue du Temps. J'ai l'impression que la Roue du Temps est quand même un peu plus dans la fantasy que The Witcher. Quand je vois les immenses citadelles montées sur des rochers, les constructions de l'impossible, tu vois. C'est clair. Je me dis, ok, on est sur des architectes très très forts. Ils ont des La magie, pouvoirs, c'est la normal. magie, c'est la C'est la magie. magie, voilà, TG, c'est C'est magique. magique. Exactement. Et on va peut-être s'enchaîner avec TG, c'est la force. Puisque sur il y a eu des séries Star Wars aussi. Et bien sûr, on a eu du beau hein, cette année et on va encore en avoir parce que ça n'est pas terminé pour cet été en tout cas. Mais on a déjà eu Star Wars, le livre de Boba Fett, tout simplement, qui a été Un livre à refermer tout de suite. Hein. voilà, à C'est- refermer tout de suite. Hein. Ah, à on est- brûler, on est d'accord, tout c'est un ce que peu- vous C'est voulez. un peu nul, hein. Non, c'est très très nul. Tu vois. Ah, C'est- oui, c'est- Voilà, soyons Voilà. sérieux pour le coup. c'est chaud. Hein. C'est chaud. très, très chaud, hein. La chier, hein. Cet épisode, Le vide. ça met très longtemps et encore parce que la saison en soi est un spin-off de The Mandalorian. Oui. On suit les aventures de Boba Fett qui est techniquement mort, enfin on pense est mort dans le désert de Tatooine avec dans les entrailles du Sarlacc, Oui. qui est un peu la créature où on voit juste le trou béant et c'est là où on se bat notamment dans la trilogie originale des Star Wars. Et bah, autant dire que cet épisode 1,5 est consacré à The Mandalorian. Et c'est ça qui sauve littéralement la fin de saison voilà. de ne simplement être inintéressante au possible. Boba Fett, Abusé. on nous l'avait vendu, survendu pendant ridicule des années. C'est censé être le chasseur de primes le plus En vrai, iconique. Le seigneur ça. du crime C'est local. ça, tu vois. Et plaisir. bref, Ils ont les annulé vides. tout son charisme et je trouve ça tellement regrettable parce qu'on l'a toujours C'est ça. rendu comme bah, le Badass, le quoi. soldat badass, exactement. Quoi. Ah ouais. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, mais. Ouais, c'est Oui. faussement badass. Bah, en fait, Où il ça est, fait quoi. penser à Resident Evil, à Raccoon City, quand tu vois les Ah ouais où tu as envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec son charisme? Ah ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que c'est quand même c'est quand même la lignée de ceux qui ont développé les clownes, tu vois. Ah oui, oui, C'est- c'est sûr, c'est sûr. il a donné Ah, son c'est pas ADN et tout n'importe ça. qui. C'est vrai. Donc autant parfois il se hate sur certains moments dans les combats, mais c'est vraiment une série qui est très longue, qui est très prévisible même dans tout son dénouement, tout est prévisible. Et sa euh, tête, il m'énerve déjà. Là, parce que- C'est ça. Il retourne tout le temps dans sa cuve de Bacta là en même temps. Donc bon. Mais ouais, le livre de Boba Fett, un petit peu à oublier, mais qui était nécessaire si on veut suivre bien la saison 3 de The Mandalorian qui devrait arriver un petit peu plus tard. Et bien sûr, le monument de cette année, c'était Star Wars Obi-Wan Kenobi, parce que ça quand même. appelait à un arc narratif qui était beaucoup plus connu et apprécié de la plupart des fans de Star Wars. Obi-Wan Kenobi qui a dévoilé quand même un timide 6 épisodes. Moi, je trouve que ça reste très peu parce qu'en 5 semaines, on avait fini parce qu'il y a eu 2 épisodes la première semaine exprès, mais c'est allé assez vite. Et à vrai dire, les avis sont très partagés. Ouais. Moi, je sais que je suis un fan qui n'est pas puriste, qui aime bien les Star Wars en divertissement. J'ai kiffé vraiment de retrouver Obi-Wan et j'ai kiffé le combat final. Je sais que les puristes, par contre, ils sont on fire parce que il y a des incohérences scénaristiques. Il laisse encore, enfin apparemment au début, il est à chier Obi-Wan et après il retrouve ses pouvoirs jusqu'au point d'affronter Dark Vador qui est censé être à ce moment-là au top de sa forme. Ouais. Bon, il y a eu plein de soucis à ce niveau-là de la part des fans, mais ça réfléchit apparemment pour une saison 2. Ouais, Ouais. paraît-il. Bah, je crois que même qu'à la base, ils voulaient faire une trilogie juste sur Obi-Wan Kenobi en Ouais. film. Et puis après, bon, avec le spin-off qui s'est planté là, solo, ils ont revu leurs exigences. Finalement, le format série sur Disney Plus se prêtait bien à la chose. C'est une saison 2, pourquoi pas, mais après moi, j'aimerais bien qu'on aille voir ailleurs en fait. Hein.
Mais c'était bien qu'on le fasse. Je suis content. Ça m'a aussi réchauffé le cœur de revoir Obi-Wan, même s'il est en mode papy pendant pas mal d'épisodes. Et il y a quand même des scènes qui sont juste très nulles aussi, il faut le dire. Ah oui, la scène de course-poursuite. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait les stages de 6ème quand on te donne une caméra, tu fais des trucs. Et pour le coup, ce qui était bien aussi, c'est qu'on ait un développement de Dark Vador au-delà du 4, 5, 6. Parce que moi, j'ai toujours considéré que le problème de Star Wars, c'est que ces 3 trilogies ont été vraiment tournées à des époques très différentes. Ouais. Donc avec des codes du cinéma très différents. Alors moi, quand je regarde la trilogie originelle, bon, c'est dur, mais c'est aussi l'ère qui veut ça, et forcément le film vieillit. Mais aussi l'écriture de Dark Vador. Quand tu commences par la prélogie, tu fais l'ordre chronologique, et tu vois un Dark Vador qui commence à vraiment être ultra badass et très travaillé, il te fait vraiment peur. Et là, tu arrives directement au 4, 5, 6. T'es là, mais il a zéro charisme. Comme quand tu vois Obi-Wan Kenobi qui se tape. C'est ça, tu vois. C'est vraiment ce qui les a fait, qui a fait hurler les fans en fait. Moi, tous les retours que j'ai vus, c'est ça. Genre vraiment, et je trouve ça triste parce que je me dis quelqu'un qui a pas vu la série, qui est pas aussi catastrophique que ça non plus, en fait, il mange que ça actuellement et il peut se persuader que vraiment ça vaut pas le coup de lui laisser un peu de temps et d'aller regarder parce que cet élément-là les a complètement scindés et sortis de ce qui s'était toujours fait de Star Wars. Donc, dommage. Après, ouais, moi j'ai bien aimé le level up. C'est juste que oui, les 2 premiers épisodes sont un peu difficiles et c'est un peu dommage de voir Obi-Wan dans cette situation-là. Ouais. Mais Limite, pourquoi pas? C'est juste le développement d'un personnage qui a été brisé, qui a perdu confiance en lui, etc. ouais. Ça me dérange pas trop, mais c'est vrai qu'il met un petit peu de temps avant de s'activer vraiment. Et à être impressionnant, quoi. C'est le bon côté de la Force qui a été écrit un peu à la manière des Star Wars, un peu difficile avec des facilités scénaristiques, qui est un peu plus dur à avaler. C'est plutôt le côté obscur qui a bien été travaillé dans cette série-là. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on va dire, c'est plutôt à mater. C'est pas Boba Fett, en tout cas. Max, on va parler quand même un peu des garçons. Les garçons Les garçons. Les garçons. Dire un titre canadien ou... Les garçons. Les garçons. Ça s'appelle comme ça, en plus, j'imagine, au Canada. Titre canadien. Il pourrait dire, je sais pas, les garçons. The Boys, toujours aussi bien, en vrai. J'attends chaque vendredi avec impatience la sortie d'un nouvel épisode. C'est toujours aussi fun, irrévérencieux, très gore et en même temps assez malin dans les twists scénaristiques. Je connaissais pas du tout la bande dessinée. Ça me donne envie de lire le comics parce que c'est adapté d'un comics à la base qui est sorti 2007-2008, je crois. Et vraiment, la série est super, avec un super jeu d'acteur. Anthony Starr, qui est le mec qu'on voit là, il est toujours aussi efficace et redoutable. C'est un personnage qu'on adore détester vraiment. Et c'est vraiment une super série, quoi. Enfin, il y a plein de moments extrêmement what the fuck où ils vont encore plus loin dans l'absurde et dans le trash. Le anti-héros vraiment de base de... Dans la réalité, si des personnes avaient vraiment eu beaucoup trop de pouvoir au milieu de l'humanité, comment ça se serait passé? Certainement comme ça. Ouais, c'est ça. C'est là où c'est ultra pertinent. Toujours le mal. À la première scène avec le petit bonhomme, je sais pas si vous l'avez vu, mais... J'aime bien. Voilà. Alors c'est vrai que ça redouble parfois de violence, ça fait vomir Ken. C'est extrêmement gore. Extrêmement gore, mais c'est vraiment bien. Ça rend bien, comme tu dis. Ça fait de mal à personne. Ça fait de mal à personne. C'était pas de la soupe de tomates, ça, là, ce qui vient de passer. C'est sûr. Non, vraiment très très bonne série. J'ai hâte de voir où ils vont aller encore. J'espère juste ne pas avoir à attendre 2 ans entre chaque. Moi, j'ai un problème avec les séries. J'ai mis du temps à regarder des séries parce que j'ai du mal avec le fait d'attendre pendant 2 ans et de reprendre une saison. Et j'ai oublié ce qui s'est passé littéralement parce que j'ai vécu 2 ans. Attendre de base. C'est ce que je fais. C'est ce que j'essaie de faire autant que je peux. Mais bon, t'attends 8 ans, quoi, tu vois. Donc, mais il y a tellement de séries, on le voit de toute façon, que c'est plus ou moins facile, on va dire, de se répartir là-dessus. Justement, il y en a beaucoup et il faut qu'on avance sur rapidement Arcane, qui est aussi la série qui a marqué cette saison, il faut quand même le dire. Clairement, ça a été un truc monumental. C'est arrivé le 7 novembre 2021 et c'est une date très importante. Forcément avec Riot Games qui a participé avec le studio Fortiche qui maintenant est aussi dans ses actionnaires le bon Riot Games forcément et qui sont déjà en route sur une saison 2. Alors d'ailleurs justement cette saison 1 a été incroyable et pour le coup c'est
c'était très très bien réussi avec notamment cette possibilité d'explorer le lore de League of Legends, mais sous un autre média que le jeu en lui-même. Le jeu qui laisse pas forcément un mode solo ou des choses comme ça, mais qui laisse aussi des bribes de lore dans son sillage. Et c'est là où on voit la richesse de ce monde de League of Legends, avec notamment ces visions très conflictuelles, forcément G et Vinx qui vont rythmer un petit peu toute la série et toute la saison. Alors justement, saison 2 devrait arriver en 2023. Mais justement, il me semble qu'il y a eu un changement dans la direction, parce qu'au début, on nous avait annoncé, oui, cette saison 1 sera un événement et sera un certain lot de personnages. Après, saison 2, on partira sur complètement autre chose. Et là, en fait, apparemment, il y aurait quand même une certaine continuité avec la saison 1 pour 2023. Enfin, la fin ouverte, quand même. C'est la première fois qu'on voit Piltover et Zone comme ça, donc pour le coup... J'ai envie de dire, là, vous nous avez tellement emmenés que si vous nous faisiez une véritable césure entre les 2 saisons, ça va être trop dur, justement, pour les fans de s'être autant impliqués là-dessus et puis là, de repartir sur quelque chose d'autre. Alors que si tu regardes la série, tu vois comment termine la saison, tu as envie de dire, allez, encore plus. Allez, encore, faut continuer. Mais vraiment, alors on en profite pour le dire, d'ailleurs, Fortiche, c'est des Français. Oui. Et là, on peut vraiment être très, très, très fiers de la réalisation parce que ça a une portée internationale et... Regardez-moi ça, visuellement, c'est magnifique en fait. Ah ouais, c'est une claque. Visuellement, c'est la claque de la claque. Ah ouais, c'est un truc techniquement, artistiquement, c'est fou. Puis c'est bien parce que ça te permet vraiment, même si tu connais pas du tout LoL, moi je suis pas joueur du tout, j'y connais rien du tout, d'avoir vraiment surkiffé ce projet et de m'immiscer dans cet univers-là et tout. Franchement, c'est sans faute. Hein. Je trouve. Ouais, franchement, oui. Juste, moi qui connais pas trop League of Legends, c'est vrai que les 2 premiers épisodes, j'ai trouvé ça un peu rompiche. Mais franchement, c'était chiant. Mais une fois que les gamines ont grandi, ça devient. Ah d'accord, c'est ça qui t'énerve, c'est les enfants. Okay, Ken Bogard n'aime pas les enfants. Scandale. Non, j'aime pas quand il se passe rien. Non, mais mini-jinx, relou. Il se passe rien. Le mec, il est là, son bar. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On te met un petit peu, c'est la mise en situation en fait. On te met comprendre que ça pourrait durer 10 là, il y a minutes, ça dure 2 heures. Là, il y a Zone. Tu vois, il faut prendre son temps, Ken, dans la vie. Et ensuite, l'action. Good things take time. Voilà. Regarde, au final, c'est ce qu'on a dit sur quasiment toutes les séries. Parfois, les 2 premiers épisodes sont vraiment ronrons avant de vraiment réussir à je suis désolé, moi quand je regarde un premier épisode d'une série, j'aime bien tout de même que ça me donne envie de regarder la suite. Si c'est rompi, je dis ok. Moi j'ai regardé Halo, j'ai eu la même que toi. Visuellement c'est bien, mais on s'emmerde. Oui, mais t'es fan de Halo, donc c'est pas grave, tu vas continuer comme ça. C'est comme pour les fans de Star Wars. Tu vois, League of Legends, c'est un univers dans lequel je suis fan, je découvre tout. Et du coup, ça devrait plus t'accrocher en te présentant l'univers que justement par la suite. Je trouve que non. Non, parce que tu connais pas les persos, donc. Entre guillemets, Osef, il fallait que ça aille plus vite. Petit dernier listing du coup des séries à ne pas rater sur I. Oui, Cowboy Bebop en live action, voilà. Bon, peut-être pas à ne pas rater. Franchement, ça a raté. Hein. Ça, c'est à rater parce que il y aura qu'une saison 1. Ça a déjà été annulé par Netflix. Voilà. C'est finito pipo, il n'y a plus rien. Voilà. C'était pourri. Donc bon, il y a La Roue du Temps aussi, dont Lox nous a parlé, mais on a eu aussi The Witcher saison 2. Tout à fait. Présent, forcément, The Witcher saison 2 qu'on attendait et qui, en vrai, a bien délivré une bonne copie, quelque part, parce que c'est une saison qui a un peu de transition, finalement, entre les événements qui vont arriver dans la saison 3. On a un peu plus de calme que la saison 1, mais surtout, on a une mise en place un peu plus stable, dans le sens où la saison 1, la chronologie... Il y avait des flashbacks, c'était pas hyper... Il y avait des flashbacks, c'était pas clair, c'était un enfer pour comprendre. Là, au moins, on prend son temps, c'est sûr que c'est pas la saison la plus intéressante, mais c'est une saison qui fait le taf pour mettre en place l'histoire pour les saisons prochaines. Et là, par contre, à partir de la saison 3, il va falloir envoyer le pâté. Ça se regarde bien, je trouve, quand même. C'est pas extraordinaire, mais j'ai pris plaisir. Ça va, oui, c'était cool. Quoi. Ça se regarde très bien, pour le moment. Voilà. Vraiment, c'est bien fait. C'est jamais très tranché en mode incroyable, on adore. Non. Witcher. Hein, c'est juste, il faut que ce soit saison 1 ou saison 2. On enchaîne, du coup, avec les choses étranges. Les choses étranges, les animaux fantastiques. Non, les Stranger Things. Ah, Stranger Things. What? T'es déjà là? Ah oui, je suis déjà là. De toute façon, les animaux fantastiques, c'est pas trop une série. Donc... Écoute, on peut faire Stranger Things, mais là, on passe forcément du côté des films. Donc, on évolue. Stranger Things? Non, la saison 4 de Stranger Things. On confond avec Doctor Strange. Non. Il y a trop de Strange. Rapide. Non, mais il y a trop de Strange. La saison 4 de Stranger Things. Oui, la saison 4, la fameuse, qui est présente partout, mais
qui apparemment est un banger. Moi, j'arrive pas à me hype parce que j'ai perdu le fil à partir de la saison 3 où je commençais à m'ennuyer. Et là, apparemment, ça renvoie le paquet pour la saison 4, mais je sais pas, ça a perdu une partie de son public, je trouve. J'ai commencé à regarder seulement Stranger Things la semaine dernière, tu vois. Donc j'ai commencé seulement, j'en suis à la saison 2 et j'espère juste que ça va pas trop tourner en rond, tu vois. Je sais pas, c'est cool, mais je trouve ça pas méga banger non plus. Mais c'est sympa, quoi, tu vois. Donc du coup, je vais voir parce qu'il paraît que la saison 4 est vraiment cool et c'est pour ça que j'ai commencé à regarder la série pour arriver vers. On me dit que oui. Oui. Donc, Ça voyons, on va ça voir. insiste fortement. Ouais. Et du coup, dernière série à ne pas rater, Suri. Forcément, la Casa des Papel, la toute fin. C'est fini, hein. Ouais, là, ouais, c'est Ça y est. terminé. Parce que bon, les Ouais, il y a un braquages. moment, faut s'arrêter aussi, quoi. Les braquages, on a C'est bon. commencé à comprendre la mécanique, même si je pense que la Casa des Papel est allée un peu trop loin, globalement, parce que déjà après la saison 1, c'était compliqué d'aller entamer une saison 2 ou des trucs comme ça, parce que c'est vraiment une mécanique en particulier. C'est vraiment le braquage de banque, et ensuite, on fait le casse du siècle et on se barre. Bon, après, il peut revenir, oui, un petit peu, mais c'est vrai que là, on a fait beaucoup quand même, avec beaucoup de personnages qui se sont ajoutés au fil du temps. C'était mais un faut petit arrêter. peu... c'était moins charismatique que les premières saisons. Faut arrêter d'étirer un concept comme ça. Justement, quand il fonctionne bien, c'est bien de le laisser intact. Ah oui, C'est ça. Regarde-le pour la preuve, Eh. il y a une série coréenne qui va arriver par la suite, Oui. qui va reprendre justement cette histoire, mais le fait d'étirer un truc, ça aurait été magnifique si c'était un début et la fin. tu Climax, vois, c'est un ça. truc qui retombe et Comme au t'avais- casino, voilà. il faut savoir s'arrêter. C'est Oui, effectivement. exactement ça. On va passer au film. Et là aussi, une saison remplie de films. Je ne sais pas si les cinémas ont été remplis, mais en tout cas, la quantité de films à aller voir est quand même assez conséquente. Et on va commencer avec les coups de cœur de chacun. Max, évidemment, on est obligé de commencer un peu pour celui-là. Il s'est fait attendre énormément de temps. Le nouveau James Bond. Ouais, 007, ouais. Mourir peut attendre. J'adore la saga et en fait, du coup, j'ai avant la sortie de ce nouveau James Bond, qui est le dernier du coup de l'arc Daniel Craig, j'ai regardé vraiment tous les films avec Daniel Craig d'affilée et c'était une super expérience parce que j'avais carrément zappé à quel point c'était vraiment une saga. James Bond, Tout se suit. tout se suit. Mm. Et c'est quand même pas souvent dans les James Non, Bond c'est que vrai. ça arrive. Là, c'est la première fois qu'on a un arc construit de 5 films, je crois, où c'est une suite, tu retrouves les mêmes personnages, c'est une évolution, James Bond il est meurtri, enfin toi. Et du coup, moi j'étais totalement décousu à l'époque quand je regardais les films, j'avais pas trop fait gaffe, enfin plus ou moins, mais là vraiment tout regarder d'un coup c'était cool. Et du coup arriver sur Mourir peut attendre, qui est vraiment un final, Ouais. qui fait des choses qui n'ont jamais été faites dans James Bond, en tout cas scénaristiquement parlant. Du coup, c'était vraiment une très bonne expérience. J'étais ému à la fin. C'était un bon film d'action. Donc, ouais, très content finalement de cette saga imparfaite avec Daniel Craig. En tout cas, il y a quand même beaucoup de films que j'ai pas trouvé forcément géniaux. Mais globalement, dans l'ensemble, c'est vraiment cool. Et ce film-là, j'ai bien aimé son final et tout. Enfin, je suis sorti, j'ai fait c'est mon pote ça. Voilà. James Bond. Ça, c'est le Ça, point. c'est mon pote. C'est mon pote. C'est mon pote. Vous l'avez vu ici ou pas? Lox, tu l'as vu? Pas vu? Suri, pas Je vu? l'ai pas vu. Ouais, moi aussi, C'est- j'ai vraiment bien aimé en tout cas ce dernier James Bond. J'ai retrouvé une patte des anciens, le méchant, sa base tout à de fait. méchant. C'est un espèce de reboot, ouais, c'est ça, hein, c'est une exactement. origin story quoi. Exactement. Enfin, je dis, tiens, on est dans James Bond. Et ça va se refaire, en plus. C'est juste trop bien. Parce que forcément, il n'y a plus Daniel Craig. Donc, ils vont devoir trouver Et oui. autre chose pour la suite. Yes. Justement, il y avait une des personnes qui gère donc, la production des 007 depuis des années, je crois depuis 87 ou 84, je ne sais plus, mais c'était Barbara Broccoli, je crois, Ouais. qui s'occupe de ça et qui disait on cherche à réinventer James Bond une fois de plus. Parce que là, comme tu as dit, c'était une sorte de petit reboot de. Ouais, c'est une la origin saga. story en fait. Hein. Et à vrai dire, c'est bien d'avoir cette volonté de révolutionner un petit peu le personnage qui va bientôt quand même atteindre ses 60 ans au cinéma. hein. C'est Ah ouais, 1963, quand même. le premier James Bond au cinéma, donc C'est un vrai faut défi que ça qu'ils ont. évolue. hein. C'est un vrai défi qu'ils ont en vrai, hein, parce que c'est compliqué de toucher un personnage comme ça. On le sait. Quand il y avait des rumeurs d'acteurs, des machins, tout le monde se met à gueuler très rapidement. C'est toujours un espèce de buzz et à la fois de bad buzz quand ils annoncent un nouvel acteur pour un James Bond. Bah, déjà lui, il avait quand même pas mal réinventé le personnage en vrai. hein. C'était pas un mec. C'était pas un mec Daniel Craig Daniel Craig, ouais. Ah oui. Hmm. Oui, Ah ouais, Dan- non, oui. Qu'est-ce qui se passe
Non, c'est que du coup, j'avais pas compris quand t'avais dit pardon. lui. Du coup, j'étais en train de regarder Sorry. l'écran. Non, mais en vrai, Daniel Craig, ouais, c'était une bonne réinvention du personnage. Il avait beaucoup moins de gadgets. C'était moins. Il n'y a pas de voiture, superficiel. voiture invisible. Pas de voiture invisible, voilà, c'est ça. Il Mhm. conduit pas des dragsters en se faisant courser par un rayon de la mort qui vient du ciel. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus terre à terre, brut. Et du coup, c'était déjà une réinvention de personnage, je trouve. Et vraiment, puis il envoie des bonnes patates, le mec, quoi, tu vois. Donc, à voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Je ne sais pas. À voir. C'est la question. On verra pour le moment, tout reste à savoir. Lox, tu vas nous parler de The Batman. Bah Coup de oui. cœur. Ah oui, c'était mon cool, hein. coup de cœur de l'année, hein, littéralement. Oui, le retour de Batman, hein, avec à l'écran, à l'affiche, on le rappelle, hein, Robert Pattinson et Zoé Kravitz, hein, dans le rôle de la Zoé Kravitz, c'est Catwoman. incroyable. Ouais, bah ouais, clairement. Tous sont j'étais- amoureux, je crois. j'ai- Pour eux. Alors, un film que tu as vu il y a pas si longtemps, Mais Ken, ça, si j'ai vu je la dis pas semaine- de bêtises. Je l'ai vu la semaine Et- dernière. et- exactement. Ah, Et quand tu l'as regardé, et bah, tu as eu cette même impression que nous. C'est un film tellement contemplatif. C'est un film sur lequel tu as envie de mettre pause et taper un Ouais. un screenshot, juste pour en faire un fond d'écran. Parce qu'il est magnifique. C'est Matt Reeves, du coup, le réal, si je dis pas de bêtises. Oui, je dis bien ce qui est. J'ai Cherche un gros appui, là, moment de mais- doute. Non, mais en vrai, je dis tout là de tête, mais de mémoire, c'est bien lui. Et effectivement, il y a vraiment un œil, une empreinte. C'est un beau retour de Batman. Et en plus, moi, je faisais partie de ces personnes pas totalement réfractaires, mais quand on nous a annoncé Robert Pattinson dans le rôle de Batman, ouais, j'ai pas vu Twilight, mais tu sais, toi, j'avais ce côté, genre, est-ce qu'il peut être dark comme on nous l'a promis dans ce Ah, il rôle-là, est quoi. très très bon Et acteur. en même. vrai, il a été excellent, exceptionnel, que dis-je. Non, vraiment, j'ai trouvé très bien armé pour ce rôle-là. J'ai trouvé que la construction, c'était... Alors peut-être qu'ils auraient pu enlever une 10-vingtaine de minutes. Moi, personnellement, La scène de fin, moi. ça m'a... Ouais, toute la scène de fin, vraiment, la grosse scène de baston à la fin finale dans le stade, je trouve que on aurait pu y courter, quoi. Voilà, Ouais. je trouve. Ouais, Mais voilà. c'est le seul défaut que je trouverais au film, c'est qu'il est peut-être un peu long, comme tu dis, quoi. Trop long. Ouais, Lox. C'est ça, et le pingouin. Et Le les pingouins. Ah, t'as pas Colin aimé les pingouins? Farrell, dans Le Pingouin est absolument incroyable. Ah, ok, Donc, d'accord. T'allais dire que c'était pas bien. Si, ouais, il est cool, il est grave cool. Ah non, quoi, oui, pour ça. oui. Bah non, j'allais juste... Méconnaissable. Ah, j'ai kiffé. Honnêtement, si vous êtes fan de Batman, franchement, si vous aimez un petit peu cette ambiance et tout, genre vraiment, on veut la suite, hein. Moi, je veux continuer avec ce casting-là parce que pour le coup, ça a été bien réalisé. Il y a le côté très dark et tout est ressorti comme on le voulait. Et bon, ok, ça peut être un petit peu longué pour certains. Moi, je dis merci. Oui, c'est. parfait. Il faut prendre Et son temps. Le truc Ouais. qui est super Ici, fort, ouais, Max. c'est Batman, c'est aussi un détective aussi, vraiment à la base dans les comics, etc. Et que là, tu as vraiment cet angle thriller policier qui te tient en haleine tout du long et pas le côté trop super-héros du truc, tu vois. Ce qui fait que du coup, c'est un film peut-être un peu plus accessible pour les gens qui n'aiment pas forcément les super-héros, le genre du comics, parce que tu as vraiment une enquête policière, quoi. Une enquête policière sombre qui Ouais, c'est rappelle un un peu fond les d'écran. sauts aussi, Mm. même parfois, avec des dilemmes, le mec qui a le collier à un moment, tu vois. Enfin, moi, vraiment, c'était une bonne surprise sur plein de plans narratifs. Et d'un point de vue visuel, comme tu dis, c'est dément. C'est clair. Donc, bonne réussite. Je dois bien t'avouer que peut-être dans les comics ça passe, mais voir le Batman au milieu de toute la police sur une scène de crime, ça mindfuck déjà les policiers qui sont sur place. Normal. Moi, mec, il ça, touche tout avec ses- ça me mindfuck aussi un peu, tu Ok. Ouais, mais vois. en fait, ils reprennent justement des parties vraiment. C'est vraiment comme dans les comics. Oui, mais c'est Ils ça. reprennent un c'est- petit peu Asylum, ils reprennent un peu le tome 1, des trucs comme ça. Et forcément, comme ça vient exploiter un pan de la famille de Batman dans lequel la théorie serait que sa merci, machin, ça, qui l'emmène à avoir ce type de comportement. Donc en vrai, c'est intéressant parce qu'ils ont exploité quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant Ça, c'est avec vrai. Batman. Ça, Et c'est ça, pour le complètement coup, vrai. c'est C'est cool. vrai qu'il ressemble à aucun autre film Batman. Et c'est sûrement. Surtout quand tu passes après Nolan, il fallait mettre la barre haut. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas n'importe qui, du coup, qui a remplacé Nolan. Oui, donc, c'est sûr. Ça va. Non, c'est très très bien. Justement, on va parler un tout petit peu de toi, ton coup de cœur de l'année, mon très cher Suri. Coup de cœur Netflix, c'est ça? Bah écoute, moi oui effectivement c'est un coup de cœur Netflix. À vrai dire, en termes de films, je suis vraiment dans une bourre mais totale. Je suis en retard sur tellement de films que je voulais voir cette année. Normal. Mais il y en a un que vraiment j'ai pris le temps de regarder, c'est Don't Look Up, qui Ah. est d'une comédie dramatique mais très satirique aussi sur la situation. Et à vrai dire,
c'est poussé à l'extrême, l'exagération. Et à vrai dire, c'est justement ça qui est très très beau finalement dans ce film, parce que ça dénonce exactement ce qui est en train de se passer quelque part. Parce que là encore, c'était vendredi, tu voyais la Cour suprême qui a décidé de limiter carrément les pouvoirs de l'agence américaine responsable de la protection de l'environnement. Donc tu te dis, les mecs, en fait, ils sont vraiment en train de réaliser le scénario. Est-ce que tu te souviens qu'une semaine après la sortie de Don't Look Up, il s'est passé une des scènes en plateau Oui. ça s'est réalisé pour de vrai sur les chaînes de télévision françaises. Ah ouais. Ouais, c'était pareil, sur Ouais. une alerte écologique où Ouais. ils sont en train de dire à une fille non mais souris là, t'es pas agréable, C'est ça, tu oui. viens faire genre c'est la fin du monde, tu nous saoules. Et c'est ce qui est arrivé, c'était à Salomé Saké. Ouais, d'accord. Et du coup, quand t'as vu le film et que tu vois l'extrait passer sur Twitter, tu te dis mais C'est ça. fait C'est peur. exactement ce film-là. ça fait peur. Mais ça dénonce vraiment le traitement des médias qui est absolument dégueulasse. Et en plus de ça, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on a un casting qui est vraiment 5 étoiles. Avec, par exemple, un Leonardo DiCaprio qui, en plus, lui, IRL, est très présent pour cette cause de l'environnement. Et qui, en plus de ça, c'est des vecteurs, en fait, assez intéressants. Dans le sens où tu dis, il y a un DiCaprio qui est là-dedans. Tu te dis, ok, c'est bon, je vais aller regarder, je vais aller le voir, ça va imprimer un petit peu. Et tu vas repenser à ce film-là. Mais aujourd'hui encore, où tu as le rapport des GIEC qui est complètement oublié, les gens qui disent, ouais, arrêtez de nous bassiner avec l'environnement, etc. Mais où on va se faire fumer la gueule dans 30 ans, tu te dis, ce film-là, il fait du bien d'être présent et de rappeler que on est dans la merde, les mecs. Et c'est sûrement la nature humaine qui va aussi nous planter à long terme. Et alors vraiment, Jennifer Lawrence, c'est une consécration. Je l'ai jamais vue comme ça dans un film. Elle m'a jamais autant fait rire dans un film. Oh. Et ça fait du bien de la voir sortir justement des rôles sur lesquels on lui attribue toujours un certain type de rôle. Et là, pour le coup, c'est tellement lunaire que voilà. Après, voilà, on voit, il y a Kit Cudi, Scott Mescudi, Ariana Grande. C'est vrai que t'as vraiment un casting aux petits oignons qui vient en vrai taper sur chaque milieu. La partie réseaux sociaux, la partie médias télé, la partie écologie, la partie gouvernement, comment sont prises les décisions. Tout est une mascarade. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Un film qui divise quand même pas Ah bon mal. Oui, évidemment, entre tous ceux qui voient ce message du ah là, là, c'est du trop grand, c'est du trop trou. Tout va bien On a sur cette terre. compris, foutez-nous de la C'est paix. c'est une exagération qu'on n'a pas l'habitude en France. C'est typiquement américain. Tu vois, c'est le genre de satire vraiment poussé à l'extrême, mais c'est aussi ce qui se passe. Tu vois, surtout dans les médias américains où ça prend des proportions énormes. En effet, un des films à ne pas rater cette année, évidemment, c'était Top Gun Maverick. Il n'est pas sur le plateau, mais il a tenu à nous en parler un tout petit peu. C'est l'ami Nanix qui nous a laissé un petit message pour l'émission. Hello tout le monde, écoutez, moi mon coup de cœur de la saison, c'est pas un jeu vidéo ni une série, c'est un film, c'est Top Gun Maverick. Évidemment, la suite, plus de 30 ans du premier épisode, j'ai vraiment pris une claque de fou au cinéma. D'ailleurs, j'ai vu le film en tout et pour tout bien 3 fois, plus que The Batman, plus que Doctor Strange. C'est vraiment Top Gun Maverick. Hey, punaise! Ah, c'est la meilleure. Il s'est fait censurer de chez lui. C'est incroyable! Attends, pose ça. On n'est pas à ça du tout. C'était ça. La- Ne sois jamais critique ciné, gros. Ça ne marche pas du tout. La fin ressemble juste Ils à un viennent te crash chercher, d'avion, Alex. quoi, donc, c'est terrible. Top Gun Maverick! Et c'est incroyable. Ok. Je vous rassure, il va bien. Hein. J'ai eu D'accord, d'autres ok, vidéos ok, derrière. d'accord. J'ai eu vraiment peur. Suri, c'est ton coup de cœur aussi cette saison? Oui, alors je ne l'ai pas encore vu parce que voilà, je suis à la bourre. Ah bon mais oui, je suis encore à la bourre. C'est sur, ton coup de cœur que tu n'as pas vu. Oui, mais Il pour est une fort. très bonne Ah, raison. explication. Il anticipe. Pour une très bonne raison, parce que c'est le genre de film qui devrait être là plus souvent. Dans le sens où on te fait une suite, tu vois, à ton Top Gun qui a des années, etc. Mais on se fout pas de ta gueule. Le mec, il va vraiment dans un avion de chasse, c'est filmé dans un avion de chasse, et c'est vraiment poussé à son paroxysme. Et il y a même des personnes qui venaient, enfin des pilotes de l'armée française, je crois que c'était sur GQ France ou un truc comme ça, sur YouTube, qui disaient, ouais, ce film-là, c'est vraiment cool de voir ça, parce que on voit ce genre de petites réactions que nous, on a
quand on est en train de faire ça. Et en fait, Ils le font pour de vrai. c'est ça, ils le font Ouais. pour de vrai. Ouais. Et moi, je trouve que pour moi, c'est un coup de cœur parce que ça fait plaisir de voir des films qui mettent les moyens dans ce genre de mise en place qui est vraiment très poussé et qui, pour les fans, clairement, on se fout pas de ta gueule. Hein. Ton petit Top Gun, là, tu l'as retrouvé avec un Tom Cruise qui a appris à piloter un avion de Oui, chasse c'est son alors équipe qu'il a aussi, 50 balais. Hein. Ouais, c'est clair. J'ai pas vu le film. En vrai, j'ai même pas vu le premier Top Gun. Honte à moi. J'aimerais du coup voir le premier pour ensuite aller voir celui-ci. Et je crois que c'est Panta qui disait que c'était vraiment un truc à voir en 4DX. Je sais plus si c'était Panta, mais ouais, bref. Ouais. Vraiment en 4DX. Donc, vous voyez au cinéma avec les sièges qui bougent, etc. C'est vrai, c'est un vrai Et, film non, de c'était quelqu'un d'autre cinéma. qui avait Ouais. dit ça, c'était Chrono, je crois. Mais bref, vraiment le truc, il paraît que c'est ultime. C'est hyper bien réalisé, c'est hyper impactant et dans une expérience comme ça un peu sensorielle en 4DX, ça vaut vraiment le coup. Donc j'aimerais bien, mais il est encore en salle là ou pas? Oui. Je crois, oui. Oui, oui. Ouais. Il le laisse longtemps parce que c'est un des films qui cartonne le plus cette année oui. en salle. Je crois que c'est serais même pas un- étonné que ce soit le film numéro 1 au box-office de l'année. Hein. J'ai possible. vu des chiffres aussi, ouais, qui étaient. Faudrait- effectivement, Mais faudrait je voir crois ça. que c'est le film dans lequel Tom Cruise est, enfin son film le plus, Ouais, le plus bankable Ouais. de son histoire, je crois. Non, au-delà de Ah, Mission Tom Impossible. Ouais, c'est Je crois que Ouais, vraiment ouais, ça ouais, tape ouais. un grand. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, ça vient de dépasser $1 milliard Tu au vois box-office. Putain. Voilà. tu vois. Ouais. Non, non, c'est pas des conneries. Le film vraiment est un carton. Donc très cool parce que c'est aussi un film qui, comme James Bond, a pas mal été retardé dans sa diffusion. Coup de cœur personnel, c'est Encanto. Si vous n'avez pas vu le Ouais. dernier Disney Encanto, hein, l'histoire de la famille Madrigal. Lancia Bruno. Exactement, une famille de Colombie qui vit dans un village isolé, bercé par la magie. Hein. Cette famille possède tous des pouvoirs magiques. Ils s'en servent pour justement aider l'ensemble de la communauté et du village. Et on suit ce personnage principal qui, lui, n'a pas malheureusement de pouvoir magique, mais qui va devoir sauver tout de même le village. Elle va porter en elle de grandes responsabilités et essayer de déverrouiller, on va dire, les non-dits qui se cachent dans cette famille absolument incroyable. Visuellement, c'est impressionnant. Les musiques, Magnifique. c'est un Disney, hein, donc il y a des musiques qui sont ultra modernes et vraiment bien pensées. Tout le côté sentiment familial est assez ouf. Il n'y a pas de méchant. 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 Il y a- Une forme un peu il n'y a antagoniste. pas de méchant. de En menace. fait, il n'y a aucune vision très manichéenne des choses. On évoque très rapidement la situation politique terrible qu'il y a eu en Colombie, voilà, et de laquelle découle justement cette histoire. C'est beau, c'est coloré, c'est ultra punchy. Les personnages sont vraiment tous très réussis. En fait, je pense que c'est un Disney que peu de personnes sont allées voir parce qu'il n'y a pas de princesse Disney, tu vois, donc c'est pas forcément un Reine des Neiges. Mais sincèrement, le film est une véritable réussite. Je l'ai vu au moins 2 fois, et que ce soit en VO ou en VF, c'est vraiment assez ouf visuellement parlant, parce qu'ils arrivent à décrocher. rare En qu'il- tout cas, Disney, c'est ouf. Un Disney ou un Pixar où il n'y a pas de méchant. J'ai essayé de faire Bah, une. parce que- C'est de Oh, plus en mais- plus Ouais, c'est ce qu'ils présent. font de plus en plus Ouais. parce qu'ils ont compris que c'était une bonne chose aussi d'aller exploiter des sujets un petit peu de société au niveau des C'est ça. sentiments, au niveau des émotions. T'as toujours Et, une forme quand même un peu opposante, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que Bah là, ce soit t'as un grand méchant. la grand-mère de la famille qui tient un cap qui n'est visiblement un cap assez difficile. Et comme c'est une personne un peu âgée, c'est difficile de lui faire changer d'avis, de lui prouver qu'elle a tort. Hein. Ceci n'est pas une généralité, évidemment. Mais On le connaît. toi-même, tu sais. Toute ressemblance à des faits réels est totalement fortuite. Hein. Toi-même, tu sais. Mais ouais, ça va vraiment dans le bon sens. Mais non, il n'y a pas de méchant. La Reine des Neiges 2, il n'y avait pas de méchant non plus dans Ok. la Reine des Neiges 2. Et c'est de plus en plus le cas. On arrête un peu cette vision Ouais, c'est systématiquement ça, il est temps. manichéenne qu'on va retrouver puis- beaucoup et plus puis- dans le côté Marvel de Disney. Tu vois. Mm. ça. Puis surtout, on va trouver des sujets. Là, je repense à ce qu'ils ont fait un petit peu dernièrement. Tu visites pas mal de pays, tu vois. Tu vas Ouais, bah oui. commencer à avoir un peu plus de diversité, pas mal de. Enfin, tu vois, moi, ça me fait plaisir. C'était. J'ai oublié le South. Il y a eu Saw. Tout à fait. Enfin, toi, toute J'adore. cette nouvelle mouvance un petit peu d'animé, je trouve qu'elle fait vraiment du bien. Elle est rafraîchissante et elle nous
nous concerne encore plus, nous les adultes, ça me donne encore plus envie d'aller voir C'est ce vrai. type de film-là que si tu me sors une énième princesse qui fait dodo et qui a besoin d'un smack pour se... Ah oui. Ouais, puis, Après, les princesses se sont modernisées hein, aussi, Bien les sûr. princesses Disney Max, rapidement. oui, juste que ça touche de plus en plus à des sujets presque totalement adultes, presque philosophiques, comme la mort qui a été abordée dans Soul et dans Coco à fond. Oui, chercher Coco. Ouais, Coco, c'est une perle aussi. T'as même le domaine du jazz, c'est quand même génial d'avoir fait ça aussi dans Soul. Donc, tu as des sujets, vraiment dans des thèmes. Puis de la passion, De plus en plus, de trouver ce que tu veux, qui tu es. Enfin, je trouve que c'est vraiment Bon, des c'est thématiques. les thèmes de la vie. Bah, Bah ouais, Ouais, mais c'est bien, il l'avait pas fait Ouais, auparavant. je sais, complètement. Ah, complètement. Du coup, c'est bien d'évoluer avec son temps. J'approuve complètement ce message. On est obligé quand même de l'évoquer parce que c'est un des films les plus marquants, Max. Hein, Spider-Man No Way Home, c'est aussi un des films de la saison. Et forcé de constater que c'est le film de la trilogie Spider-Man qui a le mieux Coup de fonctionné. cœur pour toi? Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est évidemment fan service IX plus alpha, Voilà. mais moi je prends complètement. On Hein. peut même pas dire que c'est un plaisir coupable. En fait, honnêtement, je suis sorti du film, j'étais ravi, même si j'ai très vite capté qu'il y avait trop de trucs qui allaient pas. En vrai, soi, le vraiment. film, Des trucs, plein de trucs débiles. en vrai, le film est un peu nul. Ouais, voilà. En soi, oui. En soi, vrai, oui. le film est un peu nul. Il mise tellement sur le fanservice et ça marche tellement bien et ça réchauffe tellement le cœur de voir. Je sais pas si ce qu'on peut dire du film aujourd'hui, quand même. Je pense que tout le monde est au courant, mais bon. Pas trop de spoil tout de même. Ok. mais- Bref, en tout cas, il y a des moments où c'est vraiment génial. Et j'ai eu la chance de le vivre du coup au cinéma, comme beaucoup de gens, mais vraiment le premier jour, tu vois. Donc j'avais réservé. Ah ouais. Attends, il faut savoir Pas que le temps. ma copine n'avait jamais vu les Marvel, donc on s'est tapé tout le MCU. Et après, on s'est tapé tous les Spider-Man, donc elle revoit tout. Jusqu'au moment, on a terminé ce marathon, peut-être 2-3 jours avant No Way Home, pour retourner voir No Way Home. Donc c'était vraiment l'ultimatum du truc. Et du Écoute, coup, même réflexe, on s'est tapé tous les Spider-Man pour aller voir ce ah, voilà, mais c'est très bien, sans avoir la garantie qu'il se passerait ce qui s'est passé. Du coup, en vrai, au cinéma, c'était fou à vivre. C'était un peu abusé même parfois, mais tu avais l'impression de regarder une finale de la Coupe du Monde. Et c'était génial en fait, quoi. Vraiment, c'était vraiment cool, même si le film est hyper perfectible. Ouais, peu parce que c'est Peu importe, on le sait, et puis c'est pas grave. le sentiment que j'ai en regardant ce film, c'est de regarder un peu, un jeu vidéo où tu as des personnages importants, mais qui ne deviennent finalement que des PNJ parce qu'ils ont rien à foutre là. T'as Octopus qui est là, mais Octopus n'a rien à foutre là. Du coup, il devient on le juste. voit, hein, c'est genre. Franchement, C'est quoi ces bras? c'est Ouais. ça. Ridicule un peu, quoi. Oh, c'est Bah, Octopus! tous les easter eggs deviennent c'est vraiment des PNJ. Quand tu leur adresses la parole, ils te répondent comme un PNJ avec une phrase préconçue. Donc c'est assez ouf. Allez, on va continuer avec le reste des films sur I cette année. Qu'est-ce qu'il y avait à ne pas rater parce que je me fais disputer sur le temps, évidemment. Et bah, il y avait Dune, tout simplement, qui est Dune. sorti quand même le Quand même. 15 septembre 2021. Dune, qui, personnellement, je ne fais pas partie de la génération qui a connu Dune et qui n'a pas forcément eu envie d'aller le voir, mais Dune est quand même un retour finalement de cette partie de la culture qui a fait plaisir à pas mal de monde Ouais, c'était stylé, parce quand que même. c'était attendu quand même. C'était stylé, hein, franchement. J'ai vu le film, c'est impressionnant. Ouais. Mais c'est très chiant. Contemplatif. Ah, c'est C'est un contemplatif. film Mais contemplatif. c'est impressionnant, hein, franchement. c'est Ouais, impressionnant. Et on avait quand même la troisième adaptation du roman, donc forcément il Oui, c'est fallait aussi mettre ça en perspective. On avait également quelque chose dont on a discuté Ah oui. hors Ah, émission, Venom 2, Let There Be Carnage. Poubelle. Voilà, hein, oui, Ouais, ça a été un carnage, hein, ça c'est sûr, mais pour le coup, Max, Garbage. tu penses- Ouais, franchement, c'était nul à chier. Et ça m'a fait mal au cœur parce qu'honnêtement, le premier était pas bon déjà. Et j'adore le personnage de Venom, j'adore vraiment, tu vois. Et en voyant, c'est qui réalise déjà? C'est merde, c'est celui qui incarne Gollum. Andy Serkis. Andy Serkis, évidemment, merci. Qui avait déjà fait le livre de la jungle, enfin Mowgli, tu vois, une version super dark de Mowgli et tout. Et du coup, je me suis dit, putain, peut-être que un espoir. Il y a Carnage qui est quand même un personnage que j'adore et tout. Et au final, finalement, non, rien ne va. Venom est tourné au ridicule, à l'extrême. Le mec, il est en boîte de nuit avec des colliers fluorescents en train de faire du playback. Enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est juste un énorme gâchis. Et j'étais vraiment très, très déçu. Bon, et puis le pire, c'est que je pense que tous les autres films, ce sera dans la même veine de Venom. Il n'y a rien qui va dans le Spider-Verse de Sony pour l'instant. Rien ne va. Seul point positif, c'est que ça dure qu'1h20. Exactement. C'est vrai, On en plus, peut c'est vite hyper passer court. à autre chose là, pour le coup avec ce film-là.
Mais on en a un autre, c'est Les Éternels, qui était aussi oui. très attendu, forcément. Le MCU a commencé à passer à autre chose après la phase Endgame et tout ça. Alors, il y a des phases, il y a des chronologies, etc., que moi, je n'ai pas en tête parce que je ne suis pas un puriste du lore. Mais on était sur Les Éternels qui étaient censés un peu relancer la sauce. Je vous avoue que je ne l'ai pas vu être relancé tant que ça. Ça manquait de charisme, ça manquait un peu de J'ai bien aimé, quelque moi. chose de... Enfin, ça faisait pas forcément la meilleure transition, je Le trouve, dynamisme. depuis Ah, la phase Endgame. Pour ce qui veut être un liant, une passerelle entre un pan et un autre, là. Ouais, c'est bon. On repassera. Compliqué, Ouais. compliqué. Genre Oui, pas la plus. J'estime que c'était pas forcément la plus pertinente, alors que j'avais beaucoup d'attentes parce que moi visuellement ça me donnait envie. Et je t'avoue que je l'ai regardé. Là, tu pouvais couper des séquences, c'était peut-être un peu long, quoi. Ah ouais, Ah ouais, là. Ah, j'avoue que cette nouvelle saison de Marvel, c'est full la théorie des anciens astronautes, hein, c'est-à-dire moi j'adore moi le délire. les cosmique, hein. extraterrestres ont tout apporté sur Terre. Point final, voilà. Et en fait, à la base, aussi, l'univers Marvel, c'est vraiment t'as un délire cosmique de fou furieux. Quoi. Au bout d'un moment, tu pars de la Terre, parce que je pense qu'ils ont tout fait sur la Terre. Tu pars dans l'espace, tu pars dans l'infini, les multidimensions, les machins et tout. Donc c'est vrai que c'est un délire vraiment beaucoup plus méta. Mais moi, j'aime beaucoup, perso. Et du coup, ça aborde ce sujet-là aussi dans Les Éternels, qui sont le sujet des Célestes. Donc tu sais, les énormes divinités. Et ça, moi, j'adore ce côté mystique qu'il y a derrière, légendaire et tout. Moi, ça me fait vibrer, même si le film était ok tiers. Mais... Enfin, ok tiers, je suis dur comme moi, j'ai bien aimé. Il y avait Sardoche. Listing rapidement des autres, parce qu'on veut parler jeux vidéo évidemment ici. Eh ben justement, il y en a un qui est arrivé aussi au cinéma de jeux vidéo, c'est Uncharted, voilà, qui est arrivé Yes. avec Tom Holland en tête d'affiche. Et Toujours je crois, pas Max, vu, tu l'as vu toi. Je l'ai vu. Écoute, c'était moins naze que ce que je pensais, même s'il y a quand même des super facilités globalement. Enfin, tu sens le film. D'ailleurs, c'est le réalisateur de Venom, hein, donc voilà. Ah ouais. Ouais, de Venom 1. ouais. Donc, ça se regarde très bien, comme du petit lait. C'est vraiment le film d'aventure qui est bien huilé, qui est pas hyper intelligent non plus. Tous les casse-têtes se font très vite, machin et tout. Mais en vrai, ça se regarde bien. Et t'as plein de clins d'œil aussi aux jeux vidéo. Du coup, c'est parti pour être une saga, visiblement, vu que ça a bien marché. Attention, c'est vraiment pas un grand film, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit un gros navet. Je et ça pense l'est que pas j'irai le totalement voir. non plus. Autre liste de films, du coup, qu'est-ce qu'il fallait pas rater, Suri? Alors ça, on pouvait le rater, c'était Morbius, hein, bien entendu. Ok. Les Animaux Fantastiques 3, c'était pas forcément non plus la folie. Pas Peut-être trop bien Doctor aimé. Strange 2, ça peut relever le niveau pour le coup. Strange 2, Et, c'est vrai qu'il y a très bien. c'est vrai Je pense qu'il y a qu'on va retenir ça c'est sur vrai la qu'il y a fin du C'était film. super. De- Merci Sam Raimi. Hein. Ah oui. Ouais, clairement. Ouais, dans Strange 2, c'est vrai que c'est un film, il est solide, il suit parfaitement le 1, on retrouve bien tous les personnages, il est dans le multiverse. Je sais pas trop où ça va, et c'est Sam Raimi à la réalisation. Ouais, c'est vraiment très glauque, hein, C'est le but, comme, hein, comme c'est film. d'entrecroiser un peu tout The et pas savoir multiverse exactement madness. où est-ce que tu es, où Ouais. est-ce que tu vas. Bon, pourquoi Non, pas. mais le côté horrifique apporté par Sam Raimi est vraiment intéressant, je trouve. Ensuite, on avait Scream, Oui, on a pas mal de choses. On avait Scream, on avait également Alerte Rouge, Alerte Rouge. on avait Buzz l'éclair, on avait Ah, il y Jurassic a Buzz World l'éclair, 3, cette année. Matrix. ah, Matrix Matrix, aussi, Ah, bien oui, sûr. oui. Retour. Matrix Resurrection, pas Revolution, merci. Resurrection. Il y a tellement de Ouais, choses. mais SOS Fantôme qui est revenu, Resident Evil Voilà. qui a encore une adaptation, Sonic 2 hein, qui lui aussi a réussi à quand même faire beaucoup d'entrées avec un retour. Donc C'est clair. Jurassic World 3, enfin bon, en vrai, des Ouais, grosses l'année- licences la- qui ont été de retour Ouais, au cinéma on cette sent année. qu'on est sorti de la période où le cinéma était un peu fermé, période Covid, et là, il y a vraiment beaucoup de films qui sont arrivés en salle. Je sais pas si tous sont autant cartonnés. En tout cas, c'est vrai qu'on retient énormément Top Gun Maverick, hein, et le Spider-Man dans les succès de la saison. Pas vraiment forcément les autres. On va enchaîner avec le jeu vidéo, puisque cette saison de jeux vidéo Lox a été vraiment formidable. oui. Et là, pour le coup, on a beaucoup de messages de tous ceux qui ont participé avec nous à cette saison du Lunch Play, hein, qui ont voulu partager leur coup de cœur jeux vidéo. C'est difficile de savoir par où commencer, hein, d'un point de vue coup de cœur. On a tous, et j'ai vu sur mon listing, noté plein de jeux. J'ai envie de commencer par toi, Lox. Si tu dois retenir un jeu vidéo cette saison, c'est dur, hein. C'est très dur. Quel jeu est-ce que tu retiendrais, et surtout pourquoi? Je vois, hein, C'est dur. non, je vois, t'es à côté de 6 jeux, au moins 6 jeux. Mais donne-moi au moins
Aïe, aïe, ton aïe. jeu, ton jeu Aïe, de aïe, l'année, hein, aïe. vraiment. Hein. Que 2022, hein, pas fin d'année Bah 2021. si, 2021-2022, c'est la saison complète, donc de septembre à Oui, mais je juillet. voulais refermer mon choix. Je- Eh ben, on va partir. Franchement, Ça bégaye, là. franchement, Au c'est sens dur propre. parce que c'est entre Sifu et Halo, quoi, je dirais. Hein. Allô? Ouais, mais Halo, j'ai pas envie parce qu'il est sorti en J'ai vite. pas envie. En fait, J'ai pas envie. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas envie. je l'aime, mais il m'a fait trop mal pour que je le congratule après la souffrance qu'il m'a fait subir. Du coup, bah, Sifu, Si fou. c'est français, ça m'a régalé. Et franchement, ça a été le jeu qui m'a très certainement le plus fait kiffer. Hein. Je l'ai essayé en live le jour de sa sortie. On en a énormément parlé. Et j'ai aimé le genre. J'ai tout aimé, en fait. Alors justement, Sifu, ça a été un gros coup de cœur de l'ensemble des participants et des chroniqueurs du Lunch Play. On a justement un gros message venant à la fois de Chrono, mais aussi de Reza et Bitel. On va les écouter à propos du jeu. Salut à tous, c'est Chrono. Je suis là pour vous dire rapidement quelle est l'œuvre qui m'a le plus marqué cette année. Ah ben, sans surprise, il s'agit de Sifu. Sifu, ce jeu de combat beat'em up, une sorte de double dragon moderne fait par des Français qui demande beaucoup de dextérité, beaucoup de technique. Le jeu a été notamment alors salué, je sais pas, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé pour sa difficulté. Et moi, justement, j'apprécie la difficulté. J'ai déjà atteint les 300 heures dessus. Et très honnêtement, c'est de loin mon jeu de l'année, juste avant Elden Ring. Donc voilà, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Qui sait, peut-être un jour de retour sur le stream. Ciao. Salut le Lunch Play, ça va ou quoi? Ah, écoutez, on est avec le frérot Reva. Oui, pour finir nous un sommes petit là. peu cette saison. Bien sûr. On ne sera pas présent sur la dernière émission, mais Non. la production a eu l'idée de mettre tous les talents, et donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, on s'est dit, quoi de mieux que de faire la vidéo avec mon frère les amis voilà. ici, pour pouvoir vous parler un petit peu évidemment de notre coup de cœur sur la saison. Post-manga sûr, c'est ça? Comment ça s'appelle? Pas manga sûr, Non, Lunch Play. notre post-manga sûr, c'est-à-dire nous. Actuellement, dans le présent, on sort de manga sûr. Donc, du on coup- est venu faire la vidéo du Lunch Play. Voilà. J'aime. Histoire de donner du contexte. Exactement. Contexte. Alors du coup, c'est quoi ton coup de cœur toi sur cette année? Mon coup de cœur cette année en jeu vidéo, en tout cas, c'est Shifu. Ah, c'était sûr, c'était sûr. J'espère que Shifu sera le jeu indé de l'année. C'était vraiment extraordinaire, une très grande sauce. On l'a appris, on l'a fini, on l'a tartiné, on l'a retourné dans tous les sens. On a fait 150 runs pour le plaisir des joueurs, des spectateurs. Et après, à côté, c'est vrai que j'ai quand même bien apprécié Elden Ring. C'est pas mon coup de cœur de l'année, mais j'ai quand même bien apprécié le jeu, même si sur le chat, on essaie de me faire passer pour un haters des Souls, d'Elden Ring et compagnie. J'ai passé un bon moment sur le truc et c'était cool. Tu l'as un petit peu quand même. Non, moi je suis juste, tu vois, à un moment je remets la vérité devant, à un moment je remets la vérité derrière. T'essayes de replacer Voilà, l'église clairement. au centre du village. c'est ça? Exactement. Faites pas attention à notre sourire, Si tout vous se passe saviez, bien. si vous saviez ce qui se passe derrière. Bon, après que Reza nous ait évidemment gratifié de très beaux jeux, moi je vais vous citer Monster Hunter Rise version PC que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé très appréciable aussi bien au niveau du bestiaire que du gameplay. Peut-être un petit peu brouillon sur certaines phases, mais moi c'est vraiment un de mes coups de cœur. Et puis en vrai, je vais te rejoindre sur Sifu. Parce que on va dire que la propagande de cet homme à mes côtés ainsi que de Chrono a été très bonne, très bonne. Et effectivement, je me suis vraiment regardé en vrai sur ce jeu, c'est un petit plaisir. Donc voilà, on vous dit évidemment à la saison prochaine. On vous souhaite un très bon été, Beaucoup de sport cet été, bien sûr. mon frère. Embrassez vos proches et vos familles. Évidemment, Les merci bros. beaucoup à Reza. À Chrono, qui tease peut-être un retour, on ne sait jamais. Que se passe-t-il pour lui? Pendant que Je ne sais pas. les autres teasent tout court, du coup. C'est Exactement, et Bitel évidemment qui va nous parler de Monster Hunter, on aura l'occasion justement d'en parler, Sunbreak qui est sorti, là ça fait des semaines que je dose le jeu et c'est vrai que c'est très bien et vraiment gavé en contenu. L'avantage d'avoir le jeu et sur PC et sur Switch rend la chose encore plus intéressante, dommage qu'il n'y ait pas, cela dit, de crossplay. Max, t'avais noté aussi Sifu comme étant un de tes coups de cœur. Ouais, je l'ai découvert récemment. J'ai attendu que le jeu sorte en boîte pour l'acheter en boîte comme un bon Yankee et je ne regrette pas du tout. Du coup, c'est un jeu que j'ai platiné carrément.
Donc j'ai passé un petit peu de temps aussi. Alors par contre 300 heures pour Chrono, 300 heures. Ouais, parce qu'il refait le jeu en boucle avec des défis pour C'est ça. compléter quasiment tout. Et, Tu vois. ok, le ouais. commencer à Euh, 79 ans. C'est ça, ne pas exactement. perdre Le de run, indépendance, quand t'es tout vieux, le run C'est- quand t'es jeune voilà. sans Cet mourir, homme est fou, etc. cet homme est fou. Oui, j'ai Ouais. fait le truc en ayant moins de 25 ans, c'était déjà chaud de ouf. Mais ouais, du coup, très ingénieux aussi dans son système d'années, tu sais, Ouais. et bon, voilà. Vraiment, c'était. Et puis, un travail de fou sur les animations et les sensations d'impact et tout. Maintenant, j'ai juste envie qu'ils aient la même expérience, un Sifu 2, mais en approfondissant encore certaines mécaniques de combat, d'autres armes, peut-être une narration un petit peu plus travaillée et une structure peut-être un peu moins répétitive. Mais globalement, c'était vraiment très très bien. Alors, regarde ça, à chaque fois que tu vois ça, t'as envie de te taper. En vrai. Après, Véritable ode aux arts martiaux. Ah ouais. bah, c'est ce que j'allais dire pour le coup, c'est vraiment adapté de l'art véritable du kung-fu. Genre, pour le coup, tu retrouves vraiment ce que tu apprendras si vraiment demain tu te mets à tryhard et que tu apprends ce sport, cette discipline. Donc, clairement, c'est une réussite. Et il y a des maîtres de kung-fu, Ouais. justement, qui ont travaillé en plus dessus par rapport aux animations et tout. Donc, c'est là où je pense que ça va être compliqué de faire plus parce que, bah, Non, ouais, mais. de nouvelles techniques, je veux dire, d'autres armes, peut-être d'autres Ah. interactions avec le décor encore. Tu vois, tu peux toujours faire mieux, c'est sûr. Je pense. Plus de coups, tout simplement. Tu peux. Forcément. Suri, alors elle n'a pas voulu citer Halo Infinite, mais je vais quand même revenir sur toi pour en parler un tout petit peu parce que ça a resté quand même un des gros jeux attendus cette année. Toi, c'est un jeu coup de cœur, Halo Infinite, ou déception? Plutôt pas forcément déception. C'est un jeu que j'ai voulu tester parce que c'était forcément une licence du FPS. Ça me plaît les FPS, j'adore ça. Donc je voulais voir un petit peu si vraiment Halo allait me plaire ou pas. Parce que autant j'ai suivi la licence, autant j'y avais joué, mais il y a des années et des années de ça chez un ami. Et j'avais pas forcément accroché à l'époque, donc j'étais pas revenu vers les titres. Là, vu qu'il passait free to play, je me suis dit, je vais tenter au moins le multijoueur. Et à vrai dire, au moins ça m'a confirmé que je n'aime pas les FPS. Ça t'a confirmé. Voilà, les FPS de type Halo, ce qui n'enlève rien à sa qualité, même si il y a eu quand même beaucoup de difficultés. Halo Infinite m'a Tu l'as confirmé que j'aimais pas le jeu. Tu l'as mis en coup Merci à Halo Infinite. Il l'a mis en coup de cœur, il a dit ça a confirmé pas que mis en coup de j'aimais cœur. pas ça. Je l'ai pas mis en coup de cœur. Vous voulez en parler. Non. Mais je l'ai pas mis en coup de cœur parce que autant, à vrai dire, ce qui me chagrine pour le jeu, c'est qu'il avait un très gros potentiel pour revenir et convaincre les fans que Halo était toujours vivant, et ça fait plaisir de voir des licences de FPS qui sont cultes et historiques et qui sont un petit peu aux abonnés absents. Et là, malheureusement, il y a eu tous les soucis de mise à jour, d'apport de contenu et compagnie qui ont vraiment le Battle Pass tué le jeu. One, Le enfin, Battle bref, il y a Pass qui est trop un de enfer absolument innommable. Mais à vrai dire, c'est aussi un jeu qui fait partie d'un ensemble que je trouve cette année et qui est en train de se marquer. C'est je vais mettre entre guillemets le terme de crise des FPS, dans le sens où on a Battlefield 2042 qui s'est cassé la gueule, Oui. on a Call of Duty Vanguard qui était vraiment très très bof, et on a aussi un Overwatch 2 qui doit se racheter, on a Valorant qui commence à prendre du chemin mais qui se fait souvent critiquer, et même il y a énormément de FPS en fait cette année qui sont un petit peu dans la difficulté, et notamment c'est très présent sur le virage grand public, où tu te dis c'est peut-être le moment où on doit comprendre quelque chose, que le FPS doit se renouveler d'une certaine manière pour les années à venir. Mais même juste sortir dans leur état normal, en fait, parce que Oui, là, voilà. tu viens de citer quand même Battlefield, Call of Duty et Halo, 3 FPS majeurs, 3 licences qui étaient des mastodontes jusque-là. Pour Battlefield, on parle quand même d'une licence qui existe depuis plus de 20 ans. C'est juste, ils sont pas capables de sortir en bon état. C'est ça. Et ils sont tous dans un état scandaleux. Call of Duty, Pour ouais. Halo Infinite, justement, on a le point et l'aspect où Allez. Halo 3 à l'époque en bêta, t'avais plus de modes de jeu que le jeu terminé d'Halo Infinite. Il y a un problème, t'as pas de coop, t'as pas de forge. Déjà, sortir un Halo sans avoir la coop, c'est limite impensable pour quelqu'un qui y a joué depuis longtemps. Donc t'as envie de dire, mais on a déjà attendu une boucle. À la base, c'était quand même le jeu porte-étendard du projet Scarlett, on le rappelle, la Xbox Series. C'est vrai. Eh Donc oui. c'est assez difficile, c'est un coup dur parce qu'on a tous patienté avec justement la pandémie qui malheureusement a dû reporter pas mal de titres. On était patients, mais on aurait préféré patienter encore plus longtemps pour l'avoir dans un bon état plutôt que de devoir accepter ça, quoi. C'est probablement ce qu'il va être fait. On se retrouve quasiment avec le meilleur FPS de cette saison, qui serait peut-être Deathloop, Je Max. pense, hein. Oui. Je pense que Franchement, clairement, C'est lui qui innove, c'est lui qui lui qui change un innove. peu les trucs. T'as tout dit. En vrai, C'est français. Et c'est français, et c'est un des jeux les plus inventifs de l'année, quoi. Et pour un FPS,
Je l'ai fait il y a pas très longtemps. J'ai aussi terminé le jeu à 100%, donc j'ai vraiment. Ouais. Je me suis plongé dedans Ouais. corps et âme et il m'a fallu un bout de temps quand même avant de comprendre vraiment tout le concept et l'assimiler totalement, tu vois, parce que t'arrives dedans, tu te fais attends que je comprends rien du tout là, tu vois, beaucoup de trucs, de principes, etc. Mais une fois que tu comprends, c'est vraiment très bien et c'est vraiment un système. Pourtant, le système de boucle temporelle, c'est un truc qu'on a vu maintes et maintes fois, que ce soit dans le cinéma ou même dans le jeu vidéo. Je pense à 12 minutes qui Oui. est aussi dedans. Et là, il l'aborde d'une façon vraiment différente. Et ouais, c'était très inventif, assez intelligent. Et puis, toujours avec cette ambiance 60s, 70s qui est cool, quoi. Puis, non, franchement, c'était une très bonne surprise. Je ne regrette pas d'avoir fait Encore un excellent jeu de côté de chez Arkane, salué là aussi par la critique. Et voilà, il y a eu Pégase, le meilleur jeu de ça. l'année. Ah oui, c'est vrai. Mais On le mérité. rappelle, pas tout grave. de même, celui qui a toutes les chances de gagner le meilleur jeu de l'année, on le sait très bien, c'est Far Cry 6. probablement Far Cry 6, bien entendu. C'est probablement Elden Ring. Il est le coup de cœur de notre Foster d'amour. Il a voulu vous en parler. Voici son message. Ouais, le stream, on m'a dit fallait parler un peu de ses coups de cœur 2022, machin, première saison, tout ça. En vrai, la réponse, elle est simple et vous la connaissez, c'est Elden Ring. Il n'y a absolument rien d'autre qui est sorti. On est bien tous d'accord. À part Elden, il y a quoi? Ken, tais-toi. Ken. Ken. Il y a Elden Ring. Il y a Elden Ring, c'est tout. De toute façon, on va pas passer 30 ans à en parler. Il y a juste rien d'autre. À la rigueur, après le Summer Game Fest, on va attendre Scorn parce qu'en vrai, l'ambiance, elle est quand même insane. Mais ouais. Il y a quelque chose d'autre? Non, il y a Elden Ring. Allez, des bisous, prenez soin de vous. Ah, il a tout dit, c'est vrai que les illustrations sont particulièrement bien choisies, cette direction artistique marquée, ce monde ouvert complètement fou où tout peut semble arriver, le gameplay ultra solide des Souls derrière. Elden Ring est un véritable chef-d'œuvre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Souls ou qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeux. C'est une réussite et il est en passe de gagner le jeu de l'année. Max, assez Écoute, d'accord avec cette analyse ou en pas? fait, j'imagine que oui, mais je n'ai pas fait jeu et d'ailleurs, j'ai fait aucun jeu de From Software. Alors, mais pourquoi ça ne te donne pas envie? en fait, je pense qu'à l'époque, j'avais tout simplement, je l'avais pas fait parce que j'étais passé à côté, qu'il y avait d'autres jeux qui m'attiraient pas forcément, qui m'attiraient plus. Et là, depuis quelques temps, en fait, j'ai tout simplement pas le temps de m'investir autant dans un jeu comme ça. C'est un truc que j'ai appris en grandissant, tout simplement, que j'ai plus autant de temps qu'avant pour jouer et me plonger 100 heures ou 120 heures dans un jeu. Mais j'ai pris la résolution cet été d'acheter le jeu et de le faire. Ok. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais me motiver. C'est impossible qu'on en dise autant de bien. Enfin, c'est forcément légitime, tu vois. Donc, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, je vais tenter l'expérience cet été et on verra bien ce que ça donne. Et effectivement, je pense qu'il a quand même pas mal de chances de gagner au Game Awards. Et il y a encore God of War qui doit arriver. Donc, ce sera un bon duel de titans, je pense. Je sais pas si ça va renouveler la roue, on verra. Non. Dans les attentes, Suri, Elden Ring, tu l'as fait? Je ne l'ai pas fait. Je prévois de l'acheter et de le faire. Mais ce que je voilà. Pareil. Écoute, Ouais. pas le temps pour l'instant, mais c'est vrai que pour le coup, en plus, c'est le jeu où tu sais, tout le monde. Enfin, il y a eu une grosse hype autour de ça avant même qu'il sorte. Tout le monde avait de grosses attentes autour de ça. C'est ce qu'aurait dû être Cyberpunk. C'est-à-dire que ça a été vraiment une réussite à sa sortie. Cyberpunk, ça a été une très grosse hype aussi. Ça n'a pas suivi. Lox? Bah, moi, je suis contente. Alors, je vais calmer le jeu direct. Je suis très contente de voir les Souls sortir de leur niche en 2022. Mais moi, j'ai connu les Souls avant 2022. Donc, ouais, il est génial, il est magnifique. C'est un Souls. Voilà, Ah ouais, c'est ouais. juste un Souls par contre. Du coup, je suis ravie de cette réussite et de ce succès. Mais je suis pas autant waouh, Ouais, c'est le pas- jeu de la vie Ouais, incroyable. c'est pas parce qu'on te met un open world que, Ouais, que ça te fait Voilà. plus. Tu penses pas que le jeu renouvelle la roue des Si, Souls? il a quoi. apporté son lot de nouveautés, sauf si tu as joué à beaucoup de Souls où tu retrouves pas mal de trucs et tu fais ah bah c'est bien, c'est un peu plus, tu vois, on a augmenté les potards comme on dit, donc c'est génialissime, mais moi ça reste un jeu que je veux faire en étant détendu dans un canapé uniquement le dimanche. D'accord. Point. Donc je suis ravie de son succès.
maintenant, dans mon cœur, c'est pas mon GOTY dans le sens où je me suis pris une claque et je viens de découvrir que les Souls, c'est absolument génial, surtout quand ils sont travaillés avec l'auteur de Game of Thrones, sachant que je pense que tout ça, c'est Ça, c'est vraiment l'arnaque. très, très marketing. Hein. Ouais. Genre, c'est vraiment oui. purement marketing, that's all. Mais bon. Très très marketing pour le coup là. Bon, Elden Ring, hein, vous l'avez compris, cette saison a été marquée aussi par l'affrontement entre deux jeux de voiture, hein, l'un très très arcade, l'autre beaucoup plus simulation. Forza Horizon 5 et Gran Turismo 7. Les deux jeux ont des propositions très différentes et sortent évidemment sur deux machines très différentes. Alors quel a été le meilleur jeu entre les deux? Max, ton choix se porte vers Gran Turismo 7. Oui, parce que je suis un fan de la saga, mais en vrai, je pense que le gagnant, c'est pas Gran Turismo 7, c'est Forza Horizon 5. Ah, d'accord, ok. Alors, en fait, j'ai envie d'en parler parce que, en fait, c'est un coup de cœur, pas tant que ça. C'est plutôt ma déception un peu de l'année, tu vois. C'est Gran Turismo 7. Ouais, honnêtement, parce que je suis vraiment un fan inconditionnel de cette saga depuis plus de 20 ans. Donc j'attendais celui-ci comme le Messi. Je l'ai acheté 100 € l'édition 25e anniversaire. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et ça les valait pas en fait, ça les valait vraiment pas. Mais en fait, ils commencent vraiment à être en retard techniquement. Ah oui, toi déjà, tu peines technique, même sur PlayStation 5. Bien sûr. Bien sûr. Alors, qualité des voitures, il n'y a pas à dire. Hein. Mais en termes de décor, il y a vraiment plein de trucs qui sont. Il y a du clipping récurrent. C'était pas une claque technique, hein, pas du tout. Ce qui est génial, par contre, c'est plutôt la prise en charge de la DualSense. Ça, j'avoue qu'ils ont fait un travail de fou furieux, qui est vraiment très impressionnant. Donc voilà. Mais après, en termes de contenu, de structure et tout, ils ont tenté des trucs qui sont intéressants, mais le jeu s'essouffle finalement assez vite. Et puis il y a eu tous ces problèmes de suivi qui étaient vraiment méga scandaleux. Et un problème de business model pur et dur. C'est un délire de te faire de l'inflation dans un jeu vidéo, tu vois. Ouais, pas mal, La hein. simulation Oui. poussée à son paroxysme, why not? Ouais, why not, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux te sortir des raisons pourquoi pas. Mais, Vous voulez une voiture chère dans la vie? Vous pensez vous l'acheter Elle est dans chère un dans la jeu? vie, elle est chère dans Eh le ben jeu. non. Eh ben super alors. Gran Turismo l'a fait. Non, et donc, en vrai, ils ont eu quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de petits bugs, beaucoup de mises à jour qui n'allaient pas. Et j'ai vraiment eu la sensation de me faire enfler par le jeu. Et ça du coup, ça m'a terriblement déçu. Ah En oui, plus carrément. d'être un Gran Turismo qui se termine, j'entends bien, hyper vite. J'arrivais au crédit de fin. Pour moi, je pensais que j'étais à la moitié du jeu, quoi, tu vois. Donc j'ai fait bon. Okay. Alors, il y a beaucoup d'autres trucs à faire. Oui. Mais Alors, si tu veux, Ah oui, d'accord. il y a un ok. jeu, il s'appelle Forza 5, Ouais. Horizon, je incroyable. connais. Tu vas pas visiter le Mexique, tu vas bien t'amuser. C'est genre, Non, mais je sais très bien tu que peux le jeu. visiter, tu peux faire plein de choses, plein d'arcades, plein de courses. Ouais, en effet, moi, c'est clairement un de mes coups de cœur de l'année, ce Forza Horizon 5. Hein, un Mexique parfaitement reproduit, une sensation de liberté, une diversité de missions, un jeu beau à mourir, Ça, c'est qui exploite super bien, alors Et que puis c'est alors- un jeu cross-gen, la next-gen, je Ils trouve. ont tout donné sur l'accessibilité, par contre, vraiment. Alors, Ouais. pour le coup, ils ont gagné des prix et des récompenses vis-à-vis de ça. C'est vrai. Et encore une fois, on peut que les congratuler pour ça parce qu'ils ont fait un boulot vraiment monstrueux. Juste, je regrette un peu que ce soit trop ouais, c'est trop la fête, le festoche, vas-y, on va s'éclater. Bienvenue au Inès, mais t'es festival. vraiment trop fort. C'est Oh là vraiment là, ça, hein. incroyable, tu rides vraiment trop bien. Ça c'est parce que t'as 35 ans. Ken. Ferme-la, ferme-la, Bah, vas-y, laisse-moi on est jouer une tranquille. superstar du Mexique là. Mais ce jeu Laisse-moi. pousse réellement à l'exploration. Chaque endroit, il y a un point d'intérêt positionné toujours à des endroits qui te permettent de découvrir réellement la map. Tu vois les montagnes au fond, elles sont réelles, tu peux y aller. C'est ça. Tu veux faire des courses, tu fais des courses. Tu veux faire de l'expo, tu fais de l'expo. Tu veux faire un battle royale, il y en a dans le jeu. Tu Il y a le joues à la DLC carte qui arrive. trésor des voitures, tu joues à la carte C'est trésor ça, des le voitures. contenu il est énorme et le jeu il est juste disponible dans le Game Pass. C'est fou. Rien que le contenu sans DLC du jeu dans le Game Pass est vraiment bien. Et en plus, tu as une saisonnalité de trucs à débloquer et des missions hebdomadaires à faire dans le jeu. Tu rien à payer comme Battle Pass, c'est juste Non, mais là. Franchement, c'est vraiment un jeu ultra gavé en contenu avec une communauté aussi gigantesque. Donc ça vaut vraiment le coup. On va passer au coup de cœur de nos chroniqueurs et parler de K.O. qui a voulu vous faire une petite vidéo sur Siberia, The World Before. K.O. évidemment, notre maître des jeux indés qui va vous parler évidemment de son coup de cœur de l'année.
Alors pour le coup, mon coup de cœur de cette année, c'est Siberia The World Before, développé par Microids et conçu par Benoît Sokal. Donc c'est un véritable hommage de jouer à ce jeu, on pense fort à sa famille. Et ça fait du bien, c'est un jeu qui fait beaucoup de bien. L'aventure a commencé en 2002 et on suit Kate Walker à Wagen. Wagen qui est une ville fictive, hein, mais voilà, qui est vraisemblablement du côté de la Suisse-Autriche. Et cette aventure nous mène déjà de 1 en début des années 2000, mais également à l'aube de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, avec le personnage de Dana Rose qu'on va interpréter. Et en fait, on a cette dualité, on a ces deux POV qui sont juste exceptionnels, qui nous plongent vraiment dans un milieu très hostile, hein, puisque à l'aube de la guerre, c'était assez tendu au niveau de la sensibilité des habitants, et c'était vraiment exceptionnel. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le jeu, et surtout la bande-son, elle est... Ouh là, qu'elle est folle. Donc voilà, un très gros kiff. Je vous conseille de le faire. Je vous conseille également de faire les précédents. En tout cas, voilà, amusez-vous bien. Là, je suis censée disparaître. Waouh. Ah, trop pipou. La meilleure élève de Poudlard. Ouais, c'est ça. Luna Lovegood, hein, évidemment. Elle nous reviendra la saison prochaine. Voilà son coup de cœur. Suri, toi, ton coup de cœur, après avoir fait le coup de gueule sur Halo, qu'est-ce que c'est cette saison? Écoute, je pense qu'à ce stade-là, ce serait une faute professionnelle de ne pas dire ce jeu-là en coup de cœur. C'est Overwatch 2, bien sûr. Overwatch 2, mais le jeu est pas sorti. attends, Oui. Alors, attendez. Ça va être ton coup de cœur de la saison. C'est mon coup de cœur parce que il est en accessible à bêta. Il sortira le PVP le 4 octobre. Il sera dispo C'est la saison prochaine, du coup. dans cet interstice-là. Mais à vrai dire, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai enfin pu toucher à Overwatch 2. Ah ouais. Ça faisait des années que je l'attendais, et comme beaucoup de fans, mais j'ai enfin pu mettre la main dessus. Et tu n'es pas déçu. Et je ne suis pas déçu. Je crois que t'es Voilà. pas seul en plus de ça. Oui, je suis pas le seul à ne Ça, pas c'est être trop déçu. cool. Il y a des gens qui adorent la nouvelle mouture Overwatch 2. Moi, je n'arrive pas à repartir sur Overwatch 1 parce que Overwatch 2, moi, ça me passionne beaucoup trop. Ouais. Et pour le coup, je comprends tous les gens, tu sais, qui vont dire oui, les défauts, tout ça. Mais quand tu es fan d'une licence et qu'on te dit après 2-3 ans, ça y est, tu peux enfin tester la suite du jeu que tu as kiffé en 2016. Eh ben c'est bon, tu vois, C'est bon si le jeu est bien. Et là, c'est visiblement, ce que incroyable. tu me dis, c'est que le jeu il est cool. Le Parce jeu, que il t'aurais est pu être déçu par cette suite. J'aurais pu être déçu, mais le 5v5 est vraiment sympa dans son feeling, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus nerveux. Il y a moins ce moment où tu sais, on va se poser avec des compositions, on va se regarder dans le blanc des yeux, on va se tirer dessus et après c'est les ultimes et c'est la foire à la saucisse. Là, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus dynamique et justement, on a aussi ces nouveaux héros qui viennent apporter un petit peu de fraîcheur avec la Junker Queen, notamment que j'ai pu tester, qui est vraiment super sympa à jouer. Très difficile à maîtriser, bien entendu. Aussi Sojourn qui a fait plaisir. Et il y a encore plein de nouveautés, mais ça fait du bien, tu vois, de voir son jeu de cœur qui a une Non, suite, jamais dans le jeu. qui a des choses qui te plaisent et qui en plus a une très grosse roadmap qui est prévue pour la suite. Moi, ça me va. Mais what the fuck, il a mis 3 balles de fusil à pompe. Pourquoi il Et est c'est pas un mort? orc En vrai, je qui est pas censé faire autant de sais dégâts. pas le dire, mais au moment où t'as dit on est moins à se regarder, à se tirer dessus, c'est exactement Là, ce qu'on vient de voir. ça durait 2 minutes de Mais gunfight. là, c'est parce que c'est la démo de la Junker Queen. Parce que la Junker Queen, on ne sait pas encore trop comment la jouer. Ouais, Normalement, ça va on aller dans le tas. l'apprend, on l'apprend. C'est aussi en tout cas le coup de cœur de Adibou et il a tenu à nous en parler un peu en vidéo, on l'écoute. Yo le lunch. Bon, moi le jeu vidéo qui m'a le plus marqué, et je sais que je force, rien que dans le cadre, tu sais que je force, il s'agit évidemment d'Overwatch 2. Bah oui, on a eu enfin des news après des années sans rien. On a pu mettre la main sur le jeu avec les différentes bêtas, avec les reworks, les changements drastiques de personnages, des nouveaux arrivants, des nouvelles cartes, un nouveau mode. Bref, juste le kiff. Donc vous l'aurez compris, moi je suis quelqu'un de très original. Overwatch 2 dans le Kokoro pour toujours. Le Kokoro pour toujours. Voilà, vraiment, on a trouvé 2 chroniqueurs qui sont au diapason l'un avec l'autre, évidemment, au Overwatch 2, qui défoulent évidemment les passions aussi. Il a été un des jeux marquants de l'année, peut-être même une des meilleures ventes de cette année avec Elden Ring. Il s'agit de Pokémon Légende Arceus. Voilà, si je devais vous donner mon jeu de l'année, ça serait très probablement celui-là, parce que c'est celui auquel j'ai passé le plus de temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire Pareil, aussi là. malgré ses défauts. Monster déçu, Hunter, More of the Same, Après, tu c'est vois. extension, Sunbreak. More of the Same. Je joue en ce moment, j'adore, mais More of the Same.
Pokémon Legend Arceus, j'ai l'impression d'avoir joué à un truc que je n'ai jamais joué, auquel j'ai jamais joué. Ok. Jamais. À aucun moment j'ai joué à ça. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle formule pour Pokémon. C'est ça. Il le fallait. Hein. Dans l'histoire du jeu vidéo, c'est là. Il le fallait, oui. Enfin, c'est bien. Pokémon a toujours tenté pas mal de trucs nouveaux. Hein. C'est le jeu, bah oui, tu sais, Pokémon Snap, Oui, d'accord, Pokémon ce genre de Puzzle, trucs-là, oui, mais- Pokémon Donjon Mystère. Enfin, Let's c'est le jeu Go. avec le plus de spin-off ever qui tente de trucs. Pokémon Let's Go, voilà, Ouais. exactement. Pokémon Go. Enfin, il y a tellement de trucs différents. Pokémon, c'est la seule licence qui fait ça probablement. Là, on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus aventure, exploration, et on met de côté un peu le côté combat, stratégie, et en vrai ça fait du bien à la série. Maintenant, c'est techniquement très perfectible. Ah oui. Ça, c'est à le cause moins de qu'on la, puisse de la dire. console, c'est pas de la faute du Non, jeu. c'est pas de la faute de la console du tout. La faute d'un manque de temps, je pense, et d'équipe qui manque peut-être aussi de créativité. Cela dit, c'est vraiment un jeu qui est la preuve qu'un jeu peut être un peu raté graphiquement ou un peu pété, tu vois. Mais c'est dur. Et ouais, et tu peux avoir un grand jeu malgré ça. Les graphistes ne font pas tout. Ouais. C'est assez incroyable. C'est aussi un des coups de cœur de Sunday. Eh On va oui. l'écouter d'ailleurs à propos de ce jeu-là tout de suite. Mon coup de cœur de cette année 2022, c'est un jeu qui vous rappellera que l'important, ce n'est pas ce à quoi vous ressemblez, mais plutôt ce que vous avez à l'intérieur. Et pour ça, j'ai choisi Pokémon Arceus, mon jeu de cœur très très fort. Un excellent jeu que vous devriez vraiment tester si vous ne l'avez pas encore fait. Non mais alors oui, on est en mode pip, elle est trop pipou. Regarde Ouais. la couleur, elle est raccorde partout. On dirait un Pokémon. On dirait un Pokémon. C'est bien trouvé dans cet univers, c'est vrai. Voilà, légende Arceus, évidemment, donné en coup de cœur ici. Voilà. Sunday qui aurait mis en second coup de cœur, je pense, Unpacking. On le mentionne juste C'est vrai. comme ça, un jeu, on le rappelle, Déménagement. ASMR, voilà, déménagement très chill. Parmi une de ses chroniques, les jeux de la silence d'ailleurs, qui est disponible sur le Game Pass. Tout à Je fait. l'ai rajouté comme ça, c'était gratuit. Ça Sorti, faisait plaisir. ouais, magnifique, ce petit unpacking, vraiment quelque chose encore une fois à Bon. faire. On va enchaîner avec le reste des jeux de cette saison. Il y en a beaucoup, mon Suri. On va essayer peut-être de faire honneur à tous, même si ce sera pas forcément possible. Dans l'ordre du listing, qu'est-ce qu'on a eu cette saison comme jeu vidéo? Eh bah écoute, on a eu Tales of Arise aussi Tales of qui Arise. était présent dans la liste. On a eu Life is Strange, True Colors forcément. On a eu du Kena Bridge of Spirits. Ah ouais, Kena. Kena. Qui Cool. quand C'est vrai, même a marqué un grand coup quand Belle c'est surprise. arrivé. hein. Belle surprise. Ouais, Un peu court. excellent indé, mais assez court. Voilà. C'est là où tu C'est ça. retrouves le côté indé, où tu sais qu'ils n'ont pas non plus bénéficié d'un budget assez colossal pour aller plus loin. C'était génial. Ça Mais la valait, voiture hein. était très propre, hein. Malgré le budget limité, franchement, Oui, ça a été excellent. vraiment Vu une belle d'animation de base, visuellement, ils savaient. Et ils sont Eh 11, oui. les gars. Ils sont que 11 Ouais, dans ils le studio. sont- C'est ils fou, sont hein, quand peu. même. On le retrouvera très probablement dans le PlayStation Plus Extra, d'ailleurs, ce jeu. On a eu quoi? Un jeu très important quand même. Ah, alors il y en a beaucoup hein, qui sont Ouais, très ouais, importants. ouais. Donc, Mais Diablo, Diablo Immortal. voilà, ouais, la fin d'une Arlésienne, le Diablo Immortal dont you guys have fawn, tout simplement. Diablo Immortal qui a convaincu pas mal de monde, qui semble être sur la voie du succès, bien que les critiques des gens soient assez acerbes sur les réseaux, et notamment aussi sur Metacritic, où on est descendu sur la pire note de l'histoire, pire note utilisateur de l'histoire pour un jeu, pour Diablo Immortal. virulent. Hein. Écoute, c'est aussi ça, malheureusement, les offres des modèles économiques des free-to-play, parce que forcément, ça l'était. On a eu aussi A New World, forcément. Enfin, A New World, World, simplement, qui a introduit aussi cette mécanique de on peut ressortir des MMO en 2021, 2022, c'est possible, C'est mais vrai. il faut penser aux serveurs. Ah, Et les oui. fameuses files Voilà. d'attente, qui a été un peu le running Le gag de running cette gag année. de l'année, il y a eu Lost Tu vois. Ark qui a eu la Lost même Ark a eu juste la même après, chose. enfin, ouais. Et c'est là où New World et Lost Ark qui font la paire sur cette saison, c'est que ils nous ont vraiment introduit à l'idée que quand vous développez un MMO, pensez à vos serveurs les mecs, parce que là il y a un petit peu de monde qui va entrer et c'est compliqué. encore plus présent avec New World qui, en vrai, moi j'y ai joué. Bah, regarde, C'était un bon jeu. FF14 n'y a pas échappé par la suite. FF14 n'y a pas échappé et je pense que personne n'y échappera Non, véritablement. non, c'est mort. Donc bon, mais à vrai dire, New World, moi j'étais assez séduit. Lost Ark, bon, c'était une arrivée depuis le marché asiatique, Ouais. mais c'est New World qui m'a vraiment séduit parce que j'y ai joué et pour le coup, j'ai pas autant accroché parce que l'univers me parlait pas forcément, mais il avait le mérite d'avoir apporté un bon MMO, un truc très correct. Et les gens qui disaient 2 jours après, ouais, mais il est où le contenu endgame, etc.
Les frérots, on n'a pas tous 80 heures à foutre en 2 heures après la sortie. Il y a quand même eu des succès comme ça au cours de l'année qui sont satisfaisants. On est content. On peut penser justement à Valheim. Là, dernièrement, c'est V-Rising qui est justement en train de tout péter de tous les côtés. Et c'est vrai que c'était des succès retentissants non anticipés. C'est-à-dire que personne ne les a vus venir et pourtant, c'est là. C'est ça. Et bien sûr, on a eu d'autres succès. Alors, il y en a un qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est Age of Empires 4, qui a quand même une certaine difficulté. C'est dans le domaine des STR. C'est un petit peu comme Warcraft. On a fait un premier opus, un deuxième opus, un troisième opus, les extensions qui vont avec. Mais quand tu arrives avec un quatrième opus, Age of Empires 4, qu'est-ce que tu délivres en 2021-2022 pour avoir de la nouveauté, de la fraîcheur? Et à vrai dire, je trouve qu'ils ont très bien réussi leur sortie. Ils ont délivré un Age of Empires qui est très poliché, très propre finalement dans son visuel, mais aussi qui a des améliorations intéressantes, à vrai dire, notamment avec les civilisations et leurs talents particuliers. Je pense notamment aux Mongols qui peuvent choisir de changer de place complètement leur base. Et c'est des petites améliorations de gameplay qui font quand même la part belle à ce titre. Et à vrai dire, j'aime bien aussi le retour à cet aspect beaucoup plus historique des Age of Empires 2 qu'on avait eu à l'époque, où on était vraiment, où on découvrait l'histoire de Jeanne d'Arc, l'histoire des croisades et compagnie. Et là, on est aussi sur Age of Empires 4 avec un ensemble historique qui est très travaillé, qui a beaucoup de sortes de cinématiques, d'audio qui ont été tournés en conséquence. Là, c'est la route de la soie. C'est ça, tu vois, et qui ont vraiment, j'ai plus tous les éléments historiques, mais qui ont apporté un Age of Empires 4 comme il se devait d'être et comme il était dans la tradition de l'être. On continue un tout petit peu avec le reste du listing de jeux. Bien sûr, il y a eu Nickelodeon All-Star Brawl qui s'est laissé tester et qui a séduit pas mal de monde sur les jeux de combat. On sait que c'est très actif ce secteur en ce moment et qu'il y a pas mal de projets qui arrivent, dont Nickelodeon. On a eu aussi Far Cry 6, bien entendu, qui est venu ramener une nouvelle couche pour le bon Far Cry 6 d'Ubisoft. Ouais. Non, mais en vrai, ça va. J'ai pas trouvé ça totalement naze. Non, au contraire, moi, j'ai passé un bon moment sur le jeu sans qu'il soit brillant en soi. Il a essayé d'apporter des trucs qui marchent pas trop, son système un peu RPG avec des points d'XP et tout, c'était un peu bancal. Ils essayent des trucs. Après, le méchant, c'est Gus de Far Cry de Breaking Bad. On l'a vu, quoi. Giancarlo Esposito, donc bon, passons. C'était sympa, mais pas un grand jeu non plus. Tout à fait. Grand jeu en revanche, Metroid Dread. Metroid Dread quand même qui a remis au goût du jour un petit peu la licence Metroid en attendant éventuellement des bonnes nouvelles pour les fameux remasters qui sont soi-disant en préparation, ou même peut-être le petit Metroid, Prime 4 et puis le Prime 4 là, voilà, qui avait dévoilé un petit logo, mais on attend encore un petit peu des infos. On espère que ça fera pas une Hollow Knight, bien entendu, mais on a eu aussi pas mal de choses. On a eu Back 4 Blood, bien évidemment, le retour des jeux zombies. On avait une excellente chronique de Skipper d'ailleurs à ce sujet dans le Lunch Play. On avait Inscription également, qui était de la partie cette année. Voilà. Forcément. Les Gardiens de la Galaxie, qui était un jeu assez sympathique, ma foi. Qui a été récompensé. Qui a été récompensé. Tu l'as bien aimé, toi. J'ai bien aimé, vraiment, pour son côté narratif, son histoire, son humour. C'est rare que je rigole à haute voix en faisant un jeu vidéo. C'était le cas. Il est très perfectible sur le plan gameplay, parce que c'est très plat et vraiment, c'est perfectible. Il n'y a pas d'autre mot. Mais sinon, pour le reste, l'ambiance, l'univers, le scénario, c'était cool. On va passer un petit coup de cœur de l'année de l'ami TPK qui veut nous parler justement de lui, de sa révélation. Vous allez voir, c'est pas ce que vous croyez. Personnellement, mon coup de cœur de 2022, c'est le jeu Young Souls, développé par 1P2P. Donc, c'est un studio que vous ne connaissez pas, mais pourtant, vous les connaissez, ces gens, puisqu'ils ont de l'expérience chez Ankama Games. Voilà. Ils sont actuellement à la Pleine Image à Tourcoing. Donc ça vient de chez moi. Forcément, c'est bien. C'est un beat them up avec des composantes RPG plutôt stylées. Ça se joue en coop local à 2, vraiment. Moi, je l'ai fait du coup avec ma chère et tendre. Ça fonctionne excessivement bien. C'est à la fois un gameplay abordable, vu que c'est super nerveux, avec pas mal d'armes différentes, un système de combo. Bref, un peu Streets of Rage-esque. Mais c'est aussi un peu exigeant, mine de rien, parce qu'il y a des timings de pari à avoir, des timings de roulade. Si vous jouez au jeu en mode difficile, vraiment, là, vous avez un challenge plutôt cool. On retrouve un peu l'écriture en Kama dans les dialogues, un truc très, on va dire, désobéissant, un peu acide et parfois vulgaire. Moi, j'aime beaucoup. On reconnaît la patte graphique également de ce studio qui a travaillé sur des titres comme Dofus, Wakfu, bref. Young Souls, je vous le recommande, il est d'ailleurs sur le Game Pass si vous le possédez et disponible partout ailleurs pour les non-détenteurs de Game Pass.
Très bonne recommandation de l'ami TPK et on sent évidemment le youtubeur, tiktoker, instagrammeur grec. Tant cette mise en scène est extraordinaire. On va continuer un peu avec d'autres jeux sortis cette année. Bien sûr, Riders Republic, bien entendu. Ah oui. Ubisoft qui a charbonné cette année. On a aussi eu Mario Party Superstars. Forcément, les petits Gros party succès games. aussi. Ça fait toujours plaisir. Rune King qui continue dans la diversification des titres de League of Legends et de son univers. Donc cette fois-ci vers le jeu vidéo et après qu'on ait parlé forcément d'Arkane tout à l'heure. On a eu donc Young Souls qu'on a vu avec TPK. On a eu Windjammers 2 aussi. qui a eu le mérite quand même de ramener la pépite old school. Forcément, on a eu Rainbow Six Extraction. J'ai bien aimé. Bien été Rainbow Six Extraction à faire en coop, vraiment quand tu te plonges dans l'expérience avec tes potes. Franchement, C'est c'est cool. PVE uniquement Extraction, c'est ça? Exactement, Ouais, ouais. ok. C'était pas mal. Après, Pour on le a coup, eu un jeu qu'on a tous aimé. Dying Light 2. Et oui, qui apparemment avait 500 heures pour C'est être pas- terminé à 100%. Apparemment, il a et Il il a 500 continuera heures. d'avoir beaucoup de contenu jusqu'à 2024. C'est ouf. Eh ben dis donc, on a de quoi faire pour le coup en termes d'éléments là-dedans. Et on a aussi The Query, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a testé. Exactement, l'ami Skipper, il nous a laissé un message et il va nous en parler. Salut à tous. Alors pour moi, ça a été compliqué de choisir un coup de cœur pour l'année entière. C'est quand même une lourde responsabilité. J'ai pas encore eu le temps de faire Elden Ring, par exemple, parce que The Great Review, pour ceux qui connaissent, Augustin m'a dit si tu veux commencer les Souls, il faut commencer par le début. Du coup, j'ai commencé par Dark Souls 1 et le chemin va être très long pour arriver jusqu'à Elden Ring. Je sais même pas si j'y arriverai un jour, malheureusement. Du coup, petit coup de cœur pour l'été. Alors, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est The Quarry, qui est le jeu d'horreur narratif de Supermassive, qui est honnêtement très cool. C'est la première fois, je crois, que je faisais un jeu narratif en dehors du Telltale de Walking Dead et très séduit par l'écriture des personnages. L'histoire est très bien écrite, les monstres sont très bien designés aussi. Ils m'ont fait vraiment peur. Je l'ai fait en 2 sessions de 6 heures, seul ou accompagné. C'est vraiment stylé pour vos soirées d'été. Ça rentre vraiment bien dans le thème en plus. Donc voilà, je vous conseille The Quarry. On se revoit bientôt d'ici la rentrée sur le stream évidemment avec le Lunchplay et toute l'équipe. Oh là là, Skipper qui nous a régalé des chroniques cette saison. On va continuer sur cette année en jeu. On avait Tunic, bien entendu, voilà, qui a évidemment. été assez intéressant. Aussi, Lego Star Wars, la saga Skywalker. Le jeu Lego qui regroupe absolument tous les films de Star Wars, mais en version Lego, qui est excellent en termes d'humour. Dune Spice Wars aussi, qui est forcément un petit peu dans la lignée du film. On a une petite recrudescence de Dune et de son univers. Evil Dead, bien entendu, avec le bon Skipper aussi, qui nous avait livré une chronique là-dessus. Du Trek to Yomi aussi, très propre dans la direction artistique, pour le coup, et c'est un jeu que je dois faire. On avait We Were Here Forever, bien entendu, qui est la suite de We Were Here Together. Roller Champions également, nouvelle production d'Ubisoft qui vivra-t-il continue. C'est la question, forcément, mais on l'espère. Un jeu très coloré, très sympathique. Switch Sports, évidemment. Le golf arrive cet été. Et préparez vos Nintendo Switch, bien entendu. On a KO de Kangourou. KO le Kangourou, Oui. Évidemment. Oui. Forcément. trop bien. Avec KO qui faisait la Chaoception, On a eu littéralement. le grand test de KO. Chaoverse. C'est ça. Martha is Dead, bien entendu. Kirby et le monde oublié. Kirby. Gros jeu pour moi, vraiment. Voilà, Kirby, il restera toujours dans le Kokoro. Mario Strikers, bien évidemment, début juin, même si, effectivement, ça n'a pas été la claque annoncée pour la plupart des gens. Et bien entendu, on termine avec Multiversus, qui fait partie de cette vibe jeu de combat. Multiversus, évidemment, qui n'est pas encore sorti, mais qui a pu être testé en bêta. Et c'est le coup de cœur de Genius, il nous en parle. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière du Lunch Play, oui on est tout triste. Du coup le Polo m'a demandé de faire une vidéo pour parler de mon coup de cœur de l'année. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé. Multiversus, le Smash Bros entre parenthèses de Warner. C'est mon coup de cœur, pourquoi? Parce que je suis tout simplement tombé amoureux du jeu, les animations, la profondeur de gameplay, les petites différences avec Smash, le rollback netcode, le online, le fait que ça soit cross-platform, le fait qu'on puisse jouer avec plein de manettes différentes. Franchement, toute la licence, les personnages Warner, les musiques, je vous dis animation, franchement, le jeu, il est magique. On joue, on a envie d'y rejouer et de retourner s'entraîner. Donc voilà, franchement, je pense qu'il y a un vrai potentiel e-sport. On rappelle d'ailleurs l'Evo, 100 000 $ en mode 2v2. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses derrière. Voilà, je crois beaucoup en ce jeu. Multiversus, je vais y jouer, je vais faire des tournois, je vais streamer et je serai le meilleur Bugs Bunny, je l'espère. Allez, des bisous les amis. Il va jouer, il va streamer, il va faire les tournois. Et il sera là, d'accord, il sera complètement là. Genius, on le rate pas. Il va.
On va représenter la France. Il va représenter la France, Bravo. exactement. Voilà, ça a été vraiment une grande année de jeux vidéo. Franchement, vous avez vu tous les jeux qu'on vous a cités. Évidemment, on ne peut pas revenir sur tout, on n'a que 2 heures, c'est très compliqué. D'autant plus qu'on veut vous parler de ce qu'il ne faut pas rater cet été. Vous avez des vacances, vous allez pouvoir regarder pas mal de films, pas mal de séries et surtout jouer à des jeux. Max vous a préparé, justement, ce qu'il ne faut pas rater cet été. Oui. On en parle tout de suite. Jingle. Bon, c'est parti. On a beaucoup de choses à se dire. Évidemment. Alors, commençons par les séries. On va reprendre un peu le même ordre que pour ce début d'émission. Et je commencerai tout de suite déjà avec la partie 2 de la saison 6. Attends, c'est compliqué dit comme ça. De Better Call Saul. Ah ouais. Better Call Saul qui est exceptionnel. Vraiment, si vous êtes fan de Breaking Bad mais que vous n'avez pas vu Better Call Saul, en fait, vous n'avez pas vu Breaking Bad. C'est un véritable préquel avec la même intelligence d'écriture, de mise en scène. On retrouve énormément de personnages de Breaking Bad et ça pose vraiment les bases de Breaking Bad, les fondamentaux. Voilà. En fait, c'est vraiment une série qui se bonifie de saison en saison avec au début beaucoup d'intrigues très juridiques, peut-être un peu compliqué à suivre, mais qui sont quand même très bien fichus. Et plus ça va, et plus on a un délire criminel avec les cartels, avec tout se met en place pour Breaking Bad. C'est vraiment génial et ça va du coup conclure toute la série Better Call Saul. J'ai très très hâte. C'est vraiment excellent. Et je sais pas si c'est du même niveau que Breaking Bad, mais en tout cas c'est bien parti pour l'être. Donc voilà, je dirais même que c'est un peu sous-coté. Il faudra qu'il y ait plus de visibilité sur Better Call Saul. On aura, alors je le cite très rapidement, mais si vous n'avez pas vu American Horror Story et American Crime Story, tout va débarquer sur Disney+. Ok. Si vous n'êtes pas abonné à Netflix, vous pouvez du coup regarder ça sur Disney+. On a la série Resident Evil sur Netflix le 14 juillet. Est-ce que ce sera bien? Je ne sais pas. On verra. Aïe. On a She-Hulk aussi, le 17 août. Tout à fait. She-Hulk que tu attends, toi? Bah écoute, oui, c'est un personnage que j'aimais bien dans Marvel vs Capcom. Ah oui, d'accord. J'ai hâte de voir quel traitement ils vont faire. Le postulat de base a l'air un peu pété, mais j'espère que ce sera moins dramatique que ce qu'annonce le trailer. Vous voyez la tête de Lox actuellement qui sur She-Hulk. Je viens de revoir le truc qu'on a vu là. C'est chaud, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dégueulasse. Pourtant, c'est quand même Marvel. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Ils ont refait le trailer avec une meilleure CGI après. Alors du coup, pour recontextualiser rapidement, c'est l'histoire de Jennifer Walters, qui est une cousine de Hulk, et qui va se faire tirer dessus et avoir besoin d'une transfusion sanguine. Du coup, Hulk va lui donner son sang qui est plein de gamma, et elle va hériter en fait des pouvoirs de Hulk, mais elle garde vraiment toute sa capacité mentale, psychologique, cognitive, etc. Donc, elle a jamais les mauvais côtés. Voilà, et sachant que c'est une avocate en plus. Bon, le trailer m'a pas trop donné envie. J'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire du personnage. On se retrouve avec une comédie un peu bizarre, peut-être un peu cringe même parfois. C'est surtout son apparence, ça ne marche pas. Bon, on verra. Écoute. Moi, je suis assez client de tout ce que fait Marvel, mais on verra quand même. On a le 22 août aussi Game of Thrones, le spin-off House of the Dragons. C'est déjà si tôt. C'est déjà si tôt, ouais. Ce sera sur OCS, c'est donc un préquel, ça se passe 300 ans avant. Lox, toi, tu es cliente? Bah ouais, forcément. On a regardé, on a bien suivi. Alors savoir un petit peu toutes les coulisses, les secrets de la famille Targaryen, ça me botte bien, sachant qu'après il y aura aussi celui de Jon Snow. Donc je pense que ça va être les deux qui vont le plus m'intéresser, sauf s'il y a Arya aussi. Bah en fait je vais être Yankee, j'ai lu j'ai lu Game of Thrones. Du coup là pour le coup j'ai vraiment envie de voir comment visuellement, parce que alors il l'évoque et vraiment c'est déployé de manière assez large dans les œuvres. Maintenant on va voir justement comment visuellement et qu'est-ce qu'ils vont vraiment mettre en scène, parce que il y a une grosse backstory derrière, donc ça va être intéressant. C'est la saison 1 ou c'est une mini-série, tu sais? Ou s'ils repartent pour une série de plusieurs saisons? Saison 1. Ok, d'accord. Ce serait pas étonnant, il faut quand même exploiter Game of Thrones. Vu la taille du budget, quoi. Je me demande si ça relancera la hype de GOT. C'est pas dit. Autant que Game of Thrones, ça va être quand même compliqué. Non. Et puis, quelques jours après, vraiment pour la fin, juste avant la reprise de la saison, en tout cas, notre saison à nous, on a Andor le 31 août sur Disney+. Alors, Andor,
qu'est-ce que c'est ? C'est une série Star Wars qui va sortir sur Disney+, une mini-série d'une saison et qui sera consacrée du coup à Cassian Andor qu'on a déjà vu dans le spin-off Rogue One. Et d'ailleurs, je trouve qu'on retrouve un peu cet esprit Rogue One, un peu grisâtre, plus sérieux. Toi, j'ai cru comprendre que tu aimais bien Star Wars, Suri. En vrai, moi, je l'attends aussi, peut-être autant que toi, je ne sais pas, mais qu'est-ce Pour que le tu en coup, attends j'attends beaucoup de cette petite série. À vrai dire, c'est le personnage notamment qu'on voit dans Rogue One. Ouais. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse une mini-série sur lui en particulier. Moi non plus. Hein, mais, Ça peut être intéressant justement pour creuser un petit peu les motivations de la résistance, de la rébellion, tout ça. Et ça peut être intéressant, notamment dans le lore de Star Wars, de mettre ça en valeur. Surtout que Rogue One était un des meilleurs, à vrai dire, films complémentaires. Ouais, Il y a eu grave. cette complémentarité avec la dernière trilogie. C'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur finalement, qui s'est intercalé entre les films. Et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec cette petite série-là. En fait, hormis Boba Fett, je trouve qu'ils s'en sortent bien quand ils font des films Star Wars sans sabre laser, tu vois. Parce que, c'est-à-dire quand tu vas explorer l'univers avec des trucs un peu plus terre à terre. C'est pas si mal. Le livre de Boba Fett, c'était très bien à ce niveau-là. Et du coup, Rogue One aussi était très bien parce que c'était pas des super-héros, tu vois, avec mini de la force. Donc pourquoi pas, Andor. J'avoue que c'est assez surprenant. Et voilà, pour ce qui est des séries en tout cas prévues pour cet été, il y a quand même il y a d'autres trucs encore sur lesquels on n'a pas pu s'attarder, mais il y a de quoi s'occuper pas mal de temps sur le petit écran. Tout à fait. Niveau film, Niveau qu'est-ce film. qu'on a cet été à aller voir au cinéma? Alors, déjà, il y a Thor. Ah, Le 4e, c'est la grosse sortie Marvel de cet été. C'est encore réalisé par Taika Waititi que j'aime beaucoup. C'est lui qui a repris la franchise vraiment en main de Thor avec le 3e opus, donc qui était Ragnarok, qui était vraiment réussi. Je pense que ce sera encore dans la même vibe. On a un casting de fou, donc on a Thor, évidemment. On a les Gardiens des Galaxies, on a Christian Bale dans le rôle du méchant. Franchement, c'est quand même un méga blockbuster Marvel. On est obligé vraiment de le citer. Qui est chaud ici pour Thor? moi, je suis plutôt chaud en vrai. Hein. J'ai bien aimé Thor Ragnarok, même si je sais que pas mal de personnes l'ont un peu critiqué, mais ce côté Thor what the fuck, moi ça me fait rigoler. Si c'est encore le cas ici, ça me fera rigoler aussi. En plus, incroyable. Hein. Retour. Ouais. Et puis oui, c'est vrai qu'on a aussi le retour de Nathalie Portman. oui, Nathalie oui, dans la Portman. version Thor féminine. À voir, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein, depuis Thor 2, je crois. Oui, c'est ça, Thor 2. Puis après, c'était un peu embrouillé avec Disney, donc ils étaient en froid. Ils étaient en froid, ouais, c'est ça. Puis, bon, j'imagine qu'ils ont dû trouver une réconciliation, à mon avis. Toi, t'es chaud aussi, Suri? Je suis grave chaud pour le coup parce que j'aime bien forcément Chris Hemsworth qui est excellent dans ce rôle de Thor, mais j'aime bien aussi le personnage qu'ils ont construit autour de lui avec cet humour qui lui va si bien finalement et qu'on retrouve dans les anciens Marvel et notamment là on va retrouver dans Thor et en plus on va retrouver avec Jane Foster forcément, donc ça risque d'être très intéressant et surtout moi je suis content qu'enfin Thor redevienne le mec ultra badass qui était vraiment un dieu alors qu'on l'a vu avec sa bière et le gigabit ouais, c'est clair, c'est une période difficile, il y a des circonstances atténuantes. J'étais là en mode bon non, vous avez juste tué votre personnage là en fait. C'était surprenant et pas forcément fou, mais bon voilà, il a repris sa shape. On a aussi le destin des Tortues Ninja, le film, le 5 août. Et alors toi, Locke, c'est un truc ça te fait kiffer, toi? Ouais, Sérieux? franchement, il a. Ça m'a fait. Alors, j'ai vu ton nom là, j'ai fait alors. Moi j'ai vu le dernier qui était catastrophique, donc Ah je oui. vais bien voir la suite Un encore drame. quoi. On y C'est la suite retourne. c'est la suite Non, c'est pas la suite. D'accord. Mais pour moi, je dis la suite parce que je pense que ça va être une catastrophe industrielle. Ah. Ça, c'est un dessin animé, hein. Ouais. Ouais, C'est- mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est sauvé parce qu'ils ont changé l'aspect graphique. Genre, non, mais en vrai, j'aime les Tortues Ninja, donc par principe, je vais le voir en fait. Mais maintenant, en termes d'attente, je suis pas là à me dire ça va être le Non, coup de non, cœur de non. l'année. Attention, vous êtes pas prêts, vous avez pas mis votre nom, vous allez le regretter. Non, mais bien sûr que je vais aller le regarder. Ce sera sur Netflix le 5 août, voilà. Le 10 août, quelques jours plus tard, au cinéma, on va pouvoir voir Nope. Nope, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau film de Jordan Peele. Donc, c'est le mec qui a fait les films Get Out, qui a fait le film Us, qui sont des films d'horreur psychologique quand même bien perturbants, qui abordent des sujets assez space et surtout avec un scénario de fou furieux. Et Nope, il est vraiment dans cette même veine-là. Donc, on suit des histoires d'habitants d'une ville perdue au fin fond de la campagne américaine et qui sont témoins d'un espèce de phénomène paranormal, un espèce de truc méga glauque, bizarre, comme si le vent était possédé, une espèce d'entité
qui va s'en prendre aux habitants. Et voilà, ce réalisateur, il reprend encore du coup un acteur, cet acteur fétiche. Ouais, à Get Out, toi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ça a l'air bien glauque. En vrai, ces deux précédents films étaient quand même de vraies réussites, je trouve, et qui ont une histoire impossible à deviner. Et puis, il y a toujours un moment où le mec, il t'explique vraiment. Enfin, c'est bien, il laisse rien en plan ou vraiment totalement mystérieux. Il y a au bout d'un moment, il y a des explications qui se trouvent. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va trouver comme scénario pour ce film. C'est Nope, ça sort le 10 août au cinéma. Voilà, on a d'autres films évidemment qui arrivent dans le mois d'août, mais on peut peut-être passer directement aux jeux vidéo. Oui, tout à fait. Alors, j'avoue, Nope, encore les extraterrestres qui arrivent aux États-Unis. Il n'y a qu'un seul pays dans le monde. On n'a pas dit que c'était des On sait pas. extraterrestres. Franchement, on voit une soucoupe bizarre On dans sait le pas, trailer. on sait pas. Non, parce qu'ils ont pris des pilules hallucinogènes en fait. Ah ouais, on sait pas. Ah. On sait pas. Allez, les jeux vidéo. Allez. Let's go, niveau jeu, il y a quoi à se mettre sous la dent cet été Est-ce qu'on va avoir le temps de jouer à tout? Je pense pas, hein, à mon avis, pas du tout. déjà, Alors, ça part bien. je commence par un petit jeu indépendant qui sort le 16 juillet qui s'appelle Ending Extinction is Forever. Je fais avec un accent terriblement français. Donc, on l'avait vu il y a pas très pour le Summer Game Fest. C'est un jeu indépendant en deux. Voilà. Donc, tu incarnes une renarde avec ces petits renardos. Sauf que le problème, c'est que ce sont les derniers de leur espèce. Donc du coup, ton but en tant que bonne maman va être de mener tes petits à l'abri et d'échapper à la méchante humanité. Alors j'ai juste peur un peu du propos qui me semble un peu manichéen, même s'il est réel et légitime. Il faut que ce soit abordé peut-être de manière pas trop forcée. Méchants humains. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Donc du coup, tu vas devoir jouer la nuit essentiellement et jouer avec l'ombre et tout pour te tapir dans l'obscurité et échapper aux hommes. Bon, à voir, je le note quand même. On a le 29 juillet Xenoblade Chronicles 3, qui est évidemment, je pense, une des très très grosses sorties de la Nintendo Switch. Donc c'est un JRPG développé par Monolith Software. On est plongé dans le monde d'Aionios, putain, c'est pas évident à dire, où deux factions sont la guerre. D'un côté, tu as une nation qui cède vraiment de la technologie, de l'autre, la nation qui cède de la magie. Et nous, on va suivre les aventures de 6 soldats, 6 personnes qui sont originaires de ces deux nations-là. Donc c'est vraiment une espèce de grande guerre de territoire. Je crois que le précédent jeu avait quand même une très bonne réputation, il me semble. Non, c'est ça. Ah si, oui. Ouais, en termes de JRPG, c'est des trucs ultra rodés, Donc, avec gros système RPG, quoi. Rien que ça, à mon avis, ça te prend au moins un mois non-stop. Si tu veux un jeu juste pour ton été, tu prends ce jeu et voilà, et tu tiens l'été. Voilà. Je comprends. On a le 9 août, Timesia, je l'ai noté. PC, PS5 et Xbox Series. Alors Timesia, c'est quoi? C'est un Souls-like, si vous aimez bien le genre, peut-être que ça peut vous combler. Et ça rappelle un petit peu Bloodborne. On est dans un univers qui est vraiment rongé par la peste. Et en fait, tu vas pouvoir te servir de la peste pour imprégner tes armes, par exemple, et aller, du coup, contaminer tes ennemis. Donc, je crois qu'il y a eu des retours qui disent que c'est intéressant, qu'il y a du potentiel, mais que ça va pas non plus être l'Elden Ring killer, ce qui me paraît logique, parce que c'est quand même un jeu indépendant avec des moyens plus modestes. Mais pourquoi pas, si vous aimez le genre, ça peut être intéressant. Le 9 août, on a 2 Point Campus. Alors, c'est quoi ça? C'est une série tirée de la franchise 2 Point Hospital, et avec qui reprend un concept similaire. Donc c'est un jeu de gestion, et là, au lieu de contrôler un hôpital, tu vas contrôler une université, mais toujours avec un énorme second degré. C'est-à-dire que voilà, c'est le genre de cours que tu as, des cours de magie, des cours de chevalerie, des cours de de gastronomie salivaire, je ne sais pas ce que c'est. Vraiment beaucoup d'humour, tu fais un peu n'importe quoi. Et je me souviens que dans la gestion d'hôpital, pour le jeu d'avant, vraiment le but était de faire le plus de fric possible, même sur le dos de tes patients et tout, tu vois. Et donc j'imagine qu'on est sur un délire un peu similaire. Sortir avec le plus de diplômés possible. Ouais. Même si tu les fais tous tricher. Et vraiment ton but, je pense, va être de faire grandir ton université tout en créant des futurs stars, en fait, hein, voilà, essayer de faire en sorte que tes élèves soient le plus bons possible. Qui est chaud ici pour ce genre de truc là? Fury. Ah bah oui. Bien toi? J'aime bien le ton de 2 Point Hospital. Et je pense que 2 Point Campus, ça va être dans cette droite lignée. Et j'aime bien les petits jeux de gestion comme ça qui sont assez
assez léger, assez facile à faire. Et, Faut être assez chronophage aussi, quand même. Très chronophage, mais c'est des jeux de gestion, donc forcément, il y a cette partie-là qui est toujours présente. Mais on va dire, je pense que c'est le petit jeu. Alors, il faut que je regarde d'ailleurs s'il est sur Switch, parce que je me vois bien, tu vois, prendre un jeu comme ça et me dire, ok, je vais mettre dans un transat, et je joue à ça. Je l'ai pas vu sur Switch, donc à voir. Peut-être qu'il pourra sortir sur Switch Pas plus encore tard. sur Switch. Pas encore, en tout cas, ouais. Je vais changer ma chaise gaming pour un transat. Du coup, le 11 août, très attendu aussi. très prochain jeu. attendu, le 11 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Switch, la totale, c'est Cult of the Lamb. Donc un jeu développé par Massive Monster, édité évidemment par Devolver Digital. Il n'y avait que pour faire ce genre de jeu-là. Le concept est assez fou, hein. On incarne un agneau qui va être sauvé in extremis de l'abattoir et qui va bâtir un culte en l'honneur de son sauveur. Et du coup, tu vas devoir créer une secte et repousser les faux prophètes et avoir le plus de fidèles possible. Du coup, ça prend la forme d'un espèce de jeu d'action totalement délirant. On a des donjons dans tous les sens, on a plein de possibilités. C'est à la fois dark, mais aussi c'est absurde et drôle, et avec un style graphique assez cool, vraiment très dessin animé. Et celui-là, c'est vrai qu'il fait pas mal de bruit en fait, depuis son annonce. Oui. Donc c'est prévu pour cet été. Lox, est-ce que tu l'attends celui-ci? Bah oui. Bah. C'est un jeu Devolver, donc oui, par défaut, oui. Ouais. J'ai hâte de rejoindre la communauté de l'agneau. C'est vrai, c'est complètement la communauté de l'agneau. On va voir, c'est complètement barré. Certains y voient peut-être le nouveau Isaac. On va voir si c'est à cette hauteur-là. En tout cas, on enchaîne, Max, avec deux autres jeux. Ouais, le 16 août, je l'ai noté, moi, c'est un jeu que j'attends, ça s'appelle Rollerdrome. Il a été dévoilé au Summer Game Fest. Rollerdrome, ouais. Et alors, vraiment, tu prends Max Payne, tu prends Jet Set Radio, tu prends Sable au niveau de la direction artistique, tu mélanges ça comme ça dans un petit shaker, et tu as ce truc-là totalement what the fuck, où le but est d'incarner un personnage. Il est en arène, c'est pour une espèce d'émission télévisée, et le but est de shooter des mecs tout en faisant des figures en roller. Et franchement, ça vend du rêve. Et pourquoi aussi ça retient mon attention, c'est qu'au-delà du concept assez cool qui peut être terriblement fun si c'est bien fait, c'est que c'est les mecs de Oli Oli, des jeux Oli Oli, qui sont des jeux de skate, qui sont vraiment super. Qui sont derrière ce jeu-là. Donc tout ce qui est ride et fun et gameplay assez méticuleux, ils connaissent. Exigence aussi. Et donc là, ils sont clairement en train de faire un level up, hein, parce que les Oli Oli, les deux premiers, c'était vraiment des trucs très en 2D, minimaliste. C'est 2D minimaliste pixel art. Après, le troisième, c'était toujours de la 2D, mais avec un style graphique en 3D qui était assez cool. Ils avaient déjà fait un bon level up. Et là, on a vraiment un jeu en full 3D, toujours sur un concept de ride, et je le note parce que franchement ça peut être une bonne surprise, les mecs sont talentueux. Ouais, j'aime bien. Ouais, le 23 août, on a une très grosse sortie, bien c'est évidemment. 5, il faut l'appeler 5 ou 5 Non, du coup il faut l'appeler Saints Row tout court. Il faut l'appeler Saints Row, ouais, parce que c'est un reboot de la saga. Franchement, moi je l'ai noté parce que j'aime bien les Saints Row. Ce sont des jeux très souvent un peu bêtes et méchants, pas jamais excellents, mais très divertissants. Mais j'ai un peu plus de réserve quand même pour ce reboot. Ouais. Bah ouais, je trouve que je sais pas trop quoi en penser en fait. On part encore une fois dans un délire très what the fuck. Donc cette fois-ci, on n'est plus dans la ville un peu new-yorkaise qu'on avait auparavant. On part dans une nouvelle région qui s'appelle Santo Ileso, qui est un espèce de CBD Las Vegas. Alors déjà, ça me botte un peu moins. Je trouve toujours que le désert comme ça, c'est un peu feignant, tu vois, en termes de direction artistique. Et puis on a un côté donc comme je disais très très permissif. Tu crées ton gangster, fais ce que tu veux avec lui, hein. La base littéralement. Tu peux lui faire une peau violette, tu peux tout modifier. C'est totalement absurde, et tu vas créer ton gang qui est le gang des saints, et devoir t'imposer dans la ville. En fait, le problème c'est que on a un côté vraiment tellement délire que ça se prend tellement pas au sérieux que je trouve que en termes de criminalité, de badassitude, c'est même plus badass, tu vois. Après, c'est dommage, en fait. C'est un jeu bac à sable. C'est un jeu totalement bac à sable, mais ouais, j'espère. Je le ferai quand même. Je comprends ton point de vue. Ouais. Bon, merci. Non, et vraiment. on a le 30 août, pour terminer, le remake de Destroy All Humans 2. Ah ouais. Ils ont fait le remake du 1, là ils font le remake du 2. Ça sortira donc le 30 août uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La PS4 et la Xbox One ne sont pas au programme. Donc que dire, à part que c'est clairement un bac à sable délirant, dans lequel tu prends les armes et tu dois
éliminer la race humaine, ni plus ni moins, dans différentes régions du monde. Bah écoutez, oui, pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire tout le jeu à 2 en local, avec en écran scindé. Ah cool. Donc du coup, je pense que ça pourrait donner un petit peu d'intérêt à un genre qui est celui vraiment du bac à sable qu'on connaît depuis des lustres et qui peut ne pas avoir énormément d'intérêt pour certains. En vrai, je pense que c'est fun, sympa, pas prise de tête, c'est un bon défouloir. Et puis, ma foi, c'est déjà pas mal. Voilà pour ce qui est des jeux vidéo. Donc, on a quand même pas mal de trucs qui sortent cet été, l'air de rien. On n'a pas des méga bangers non plus tout le temps. C'est normal, l'été, c'est quand même une période un peu creuse. C'est vrai. Gens partent en vacances, en fait, tout simplement. Donc, mais il y a quand même quelques sorties à surveiller. Et, Niveau festival, bah ouais. on veut sortir. Eh bah tiens, on veut sortir cet été, on sort où? On sort où? J'ai noté 5 festivals. Il y en a un qui c'est justement cette semaine. Alors allez-y, il est encore temps d'y aller. C'est Dour en Belgique. Festival totalement culte, hein, ça fait des décennies, c'est énorme. Quand je dis que c'est énorme, c'est que ça dure 5 jours, mais tu peux y aller une journée ou tout simplement le week-end. Et en termes de line-up, c'est vraiment ultra éclectique. Donc tu as une énorme scène en termes de rap, de hip-hop, de pop-rock, de musique électronique, c'est dingue aussi, tu as vraiment absolument tous les genres, et j'ai rarement vu des line-up comme ça. Dour, c'est vraiment très connu, et je vais faire ma première édition de Dour, du coup. Allez. Donc allons-y, j'ai un peu peur, parce qu'on y va en mode camping, et il paraît que le camping là-bas, c'est vraiment la zone, tu vois, mais je pense que je vais pas beaucoup dormir, et d'ailleurs, figurez-vous que je suis envoyé là-bas vraiment par Dour, quoi. On a invité par Dour pour aller couvrir le festival et pouvoir en parler à la rentrée prochaine. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, ça a l'air trop stylé. Je connais pas un artiste, donc c'est forcément excellent. On a le 16 et 17 juillet aussi, c'est très bientôt, le Lollapalooza Paris. C'est à l'hippodrome de Longchamp, donc dans la région parisienne, ou collé à Paris. Pareil, très belle programmation. Tu connais Pardon? Tu connais toi? Ah ouais, je connais l'hippodrome, ils vont encore nous le fermer. Non mais ouais. Le Lollapalooza? Ah, je connais David Guetta là. Là, il a dévié tout de suite sur l'hippodrome, moi je connais à Boulogne. Il y a la Bagatelle et tout à côté, il y a pas mal de clubs. Pour le reste, j'aimerais ne pas vous mettre trop mal à l'aise. On a Imagine Dragons par exemple qui est là, on a Pearl Jam, en rap on a A$AP Rocky, c'est quand même pas mal. En termes d'électro, on a Kavinsky, on a Mala, Illenium, Vladimir Cauchemar, Joyride, Subtronics, Apache, Sullivan King. En vrai, c'est vraiment très bien le Lollapalooza parce que à la base, c'est vraiment un festival qui est purement américain. Et sa venue en France en 2017 a vraiment été bien reçue. Et j'adore ce festival parce qu'il a plusieurs scènes et à chaque fois, il fait très bien les choses. C'est le genre de festival qui t'a ramené Red Hot Chili Peppers une année. Enfin, c'est quand même balèze, et aussi en termes de musique électronique, c'est vraiment en mode américain, c'est-à-dire avec des mecs qui font de la bass, qui envoient vraiment du sale. Et on n'est pas trop non plus dans le mainstream plus plan-plan, donc vraiment allez-y. Et puis le lieu est cool, quoi. Ils refont à chaque fois une gigantesque tour Eiffel faite maison. Il y a plein d'activités à faire à côté dans l'hippodrome de Longchamp. C'est le 16 et 17 juillet. Allez-y. Ensuite, j'ai noté le Sziget Festival, totalement incroyable aussi. Ça se passe à Budapest, en Hongrie. Oh là. Faites-le, allez-y, ça vaut le coup. C'est l'un des festivals les plus impressionnants du monde. En tout cas, moi, je l'ai fait en 2017 et c'est clairement une expérience que je ne regrette pas. Ça dure 5 jours. Et figurez-vous que c'est le plus grand festival en termes de superficie en Europe, au-delà même de Tomorrowland. C'est vraiment énorme. Ça se passe sur l'île de la Liberté à Budapest. Déjà, la ville est magnifique. Ouais, Budapest, c'est super joli. Vraiment super. Et ce festival-là est incroyable. Alors, regarde, là, mais en vrai, tu peux défiler genre rapidement pour qu'on voit le nombre d'artistes. Il y en a des centaines. C'est incroyable. Tu as absolument tout ce que tu veux là-bas. Et donc, j'ai noté par exemple Arctic Monkeys, tu as Dua Lipa, tu as Justin Bieber, tu as Stromae, tu as Calvin Harris, Woodkid, FKJ, Nina Kravitz, Batman Not Good qui fait un groupe de jazz, tu as Solardo, Seth Struckler, Nightmare, enfin, c'est un truc de fou. Et pour te dire, quand j'y suis allé, tu as tellement de stages que genre t'en as des dizaines et des dizaines. Et en fait, chaque petit commerce qui te vend un hot dog ou un truc comme ça, t'as un mec qui est là qui mixe, tu vois. Et du coup, tu te retrouves avec une infinité de trucs à voir, des trucs méga énormes, tu vois, main stage
gigantesques, t'as un dôme consacré à la techno uniquement, t'as des trucs. Mais en fait, partout où tu vas, t'as des activités, de la musique, des troubadours qui se baladent, des machins. Enfin, vraiment. C'est la voilà. folie. Dernière minute et dernier festival. Allez, rapidement. c'est l'Electric Park le 3 et 4 septembre, donc juste avant que les choses reprennent. Hein, c'est pour la rentrée. Ça se passe à Chatou, en France. Et pareil, vraiment super festoche. Par contre, uniquement musique électronique, mais avec plusieurs scènes. Et chaque scène est consacrée vraiment à un style de musique électronique. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Et je le conseille. C'est vraiment un très chouette festival. Ça se passe sur 2 jours, le 3 et 4 septembre, sur l'île des Impressionnistes à Chatou. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Max. Voilà, vous savez quoi faire de votre été. Bien joué, hein. T'as bien speedrunné le truc. GG, ce Lunch Play touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir reçus, de nous avoir écoutés. Merci, Lox. Plaisir, merci à toi, Ken. Saison formidable, encore une fois, passée à tes côtés, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé un message, ainsi qu'à tous ceux qui ont réalisé cette émission. Bisous, mon petit Suri. Bisous, mon petit Max. Voilà, bonne suite des programmes sur le stream. Bientôt. Ciao, bye bye.